OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Allô, comment ça va? Ça va bien. Passez une belle semaine. Très, très, fort occupé. J'ai vraiment beaucoup de travail. Ben, je sais que toi aussi, là. Oui, pas mal. Remarque, toi, tu fais comme 60-70 heures semaine de ce temps-ci. Ben, je cours à droite puis à gauche sur un paquet d'affaires que j'ai regardé en même temps. Tu sais, on a eu le côté du sommet, du côté Garpan, là, le sommet qu'on a fait. Ouais. Tout en anglais, là? Oui, exactement. Où est-ce qu'on a fait une petite pub en anglais, justement. Oui, que j'ai essayé. Bon, c'est déjà... J'ai vraiment le cerveau pas là dans ce temps-là. Moi, il faut que je me mette ma main dans ma tête. Non, okay. C'est ça. Puis, tu sais, même moi, là, j'ai un peu plus l'habitude de parler anglais, puis ça prend au moins 2-3 minutes avant que le switch se fasse. Là. C'est ça. Puis que ça puisse sortir un peu plus fluide, mais même à ça. Là, c'est ça. Yes, no toaster, là, ça va bien parce que on le dit souvent. Mais sinon, j'ai déjà parlé plus que ça en anglais. Mais c'est pour ça que le monde m'envoie des affaires. Des fois, je reçois des tonnes et des tonnes de messages en privé sur Messenger que j'ai pas le temps de tout vous lire. Des fois, je vois que vous m'avez écrit, mais je peux pas vous répondre parce que j'en ai plein. Puis souvent, on m'envoie souvent les mêmes Moses d'affaires. Fait que je commande plus ou moins. J'ai pas vraiment le temps non plus, là. Effectivement, je voulais t'en parler, justement. De? Le monde qui envoie des vidéos qu'on a déjà écoutées. Ah, ben oui. Ça, mais parce qu'on c'est très... Ben, tu sais, il y a des sujets que ça fait au moins 2 ans que je suis au courant, là. Fait que, tu sais, le monde... Tu sais, ce qui est drôle, c'est que les gens qui m'envoient les vidéos, je parle pas pour toi nécessairement, mais pour d'autres personnes, c'est tous des gens à qui je leur en avais déjà parlé il y a 2 ans, puis j'ai passé pour un malade, là. Ben, tu l'es aussi. Mais tu sais, c'est parce que là, c'est eux autres mêmes qui m'envoient une vidéo qui confirme l'information que je leur avais déjà parlé il y a 2 ans environ. Ce qui n'était pas annoncé, c'est que René Chabot était aussi en studio, puis il rit, puis il y a gros oui. Une belle grosse affirmation, n'est-ce pas, René? Oui, je me suis éloigné tout de suite. De toute façon, avec nos petits plexiglas puis nos vitrines, comme ça. Oui, on se sent assez séparés dans notre ensemble. Ouais, mais au moins, on se voit la face. Ben oui. C'est bon. C'est très, très bon. Ben, au moins, on se protège aussi. Fait que le monde ne pourra pas dire qu'à CJMD, on se protège pas. Même les micros sont nettoyés. Tout est... Regarde, c'est toujours tout propre ici. Je ferais quasiment une suggestion à Guillaume de mettre des crayons feutres, là, tu sais, pour écrire ces tableaux blancs, là. On a des beaux tableaux, là, transparents pour s'écrire des messages entre nous autres. Arrête, je vais mettre des petits rideaux. Des petits rideaux, des stars. Bon, ben, parmi tous les trucs que je parlais tantôt qu'on a reçus, il y a Trust My Science qui a écrit, en fait, c'est Julien Claudet, je ne sais pas si ça se dit de même, qui a écrit le 11 décembre un article qui s'intitule « Les astronomes découvrent une autoroute cosmique permettant un voyage rapide dans l'espace ». Est-ce que tu as vu passer ça? J'ai vu passer ça. J'ai lu ça un peu en diagonale. Je me suis surtout fié au côté titre. Mais tu sais, c'est des articles qui viennent confirmer des affaires qui étaient déjà sorties en télésérie. Tu sais, ça va nous rappeler la porte des étoiles. Mais tu sais, comment je pourrais te dire ça? Tu connais le dicton, c'est pas un dicton, mais tu sais, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tu sais, on a des courants marins, chauds, froids, exactement, à travers la planète. Puis, tu sais, il n'y en aurait pas au niveau spatial avec des courants. Ben, je me dis que si une planète se déplace si rapidement, pourquoi qu'elle ne ferait pas un genre de courant d'air, justement? Ben, tu sais, à la multitude, en plus, de systèmes solaires qu'il y a dans l'univers, il n'y en a pas juste un seul. Puis, tu sais, c'est tellement immense. Tout mouvement va entraîner des vagues, là.
Fait que... regarde, je vais juste te lire le début de l'article, là, qui dit, dans un article étonnant, ça m'étonne, des astronomes décrivent la découverte de structures invisibles générées par les interactions gravitationnelles au sein de systèmes solaires. Elles pourraient agir comme un réseau d'autoroutes de l'espace en permettant le déplacement rapide d'objets. Des structures pourraient être exploitées pour des missions d'exploitation spatiale ainsi que l'étude des astéroïdes, vas-tu le dire, et des comètes. Donc, vous irez lire l'article, je l'ai mis d'ailleurs sur Zone Parallèle. Mais René, t'as de l'air à vouloir interagir. Oui, parce que suite à ce que tu as publié ça, moi j'ai rentré tout de suite en communication avec Elmira. Vous vous souvenez d'Elmira? Oui. Qui avait vu, c'était les fameuses portes, les tunnels, tout ça. Puis là, elle m'a écrit quelque chose, puis tout de suite j'ai fait « Wow, merci ». Elle m'a marqué « Allô René, oui, ça pourrait être similaire au fameux tunnel de ma deuxième EMI, qui, lorsqu'on le traverse, est extrêmement rapide. Il y a aussi les tunnels de l'astral et les tunnels blancs, beaucoup plus rapides, qui mènent aux dimensions supérieures. Un autre type de tunnel sont les trous noirs qui sont différents, mon téléphone vient de fermer tout d'un coup, qui n'émettent aucune lumière et qui, je crois, nous mènent à d'autres univers parallèles, effet Mandela. J'ai pas mal flippé lorsque j'ai traversé ceux-ci. C'était pas très rassurant. En quelques mots, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a des petites routes de campagne, des routes, des boulevards, des autoroutes, etc. J'ai fait « wow ». Hey, wow, parce qu'elle les a vus, hein. La matrice, elle est allée jouer dedans. Là. Ben, c'est ça. Ben, elle n'est pas la seule. Hein. Non. Puis, tu sais, ça va juste me permettre de fermer ma parenthèse parce que j'ai utilisé exactement la même chose. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tu sais, ce qu'on voit au niveau de la mer, tu sais, je parlais tantôt des courants marins chauds et froids. Tu sais, on a déjà des tortues qui voyagent à travers ces courants-là là, pour traverser, tu sais, quasiment d'un bout à l'autre la planète dans des temps records. Puis c'est juste à cause des courants qu'ils savent s'en servir. Fait que c'est la même chose au niveau spatial. Oui, puis tu sais, quand je vous ai raconté l'année passée, quand ma grande amie Carole Gartin est décédée, que Dieu ait son âme, façon de parler, hein. Genre que à un moment donné, j'ai dit là, Carole, là, ça faisait une couple de semaines qu'elle était partie. J'ai dit là, il faudra que tu viennes me parler. Parce que moi, je veux savoir comment est-ce que tu es en haut, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Et elle m'a carrément dit, et ça, c'est pas un rêve, là. C'est vraiment une réalité dans ma tête et dans mon cœur, dans mon âme. Et elle me disait qu'elle devait passer par des tubes. Pas un tunnel. Elle m'a dit un tube. C'était étroit, c'était rapide. Puis quand elle passait dedans, elle pouvait voyager d'un endroit à l'autre rapidement. Puis que c'était plein de petites, comme des petites étoiles, des petites lumières, des petites billes lumineuses tout le tour. Et que ça passait vite, comme dans les films de Star Trek. Contact, oui, c'est ça. Puis elle me dit ça. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un s'exprimer en me disant un tube. D'habitude, j'ai vu le tunnel. Ouais, mais là, non, pas du tout. Elle m'a vraiment dit un tube. Puis ça, juste ça, là. Mais je dis là, elle me montrait des images aussi spontanées dans ma tête, comme quoi qu'elle avait vu la mer, le beau sable, la mer, tout était beau. Qu'est-ce qu'elle me montrait, c'était beau. Puis à un moment donné, elle me dit là, je peux plus aller nulle part. J'ai été stoppée. On m'a dit d'attendre ici. Puis ça s'est survenu, là. Là, ça fait comme, wow, ça, c'était une belle... Ouais. Et mon père a fait la même chose. Parce que ceux qui ne le savent pas, oui, ça m'arrive des fois d'entendre des affaires, puis je ne suis pas schizophrène, là. Ça, là-dessus, là, je vais taire les rumeurs, là. Je suis loin des schizophrènes. Mon père, à un moment donné, en plein jour... Sinon, on est rendu une crise de gang. Ah, ben ça, oui. C'est en plein jour. J'étais sur la route avec mon conjoint, puis à un moment donné, ça a fait comme... Mon père, il a comme apparu, là. Puis il me parlait. Puis il me disait, lui, je crois que je n'en ai déjà parlé justement en ondes dans une autre émission ce printemps. Puis il me disait que ce qui est de l'autre côté, c'est plus vaste et compliqué qu'on peut s'imaginer. Et que c'est loin d'être comme ce qu'il a toujours appris dans la religion. Et mon père était très catholique, pratiquant, chevalier de colon, club optimiste, puis toutes ces gugus-là, là. Il était vraiment d'une personne qui se donnait corps et âme. Mais il dit tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'était pas tout à fait ce que lui a vu quand il est traversé de l'autre côté. Mais il m'a dit aussi, t'es dans le bon chemin, t'es exactement où est-ce qu'il faut que tu sois,
continue, je suis fière de toi. Ta mentalité, c'est exactement ça qui se passe. Fait que ce que je ressens puis ce que je sais, ça a l'air que je me trompe pas. Ça, c'est mon père qui me dit ça, là. C'est le fun de se faire dire une affaire de même. Mais en dedans de moi, je le sais que c'est comme ça. Quand je dis quelque chose ou que je sens quelque chose, puis c'est tellement intense, tu vibres. Tu peux pas faire autrement que ça. Mais, tu sais, je vais juste dire ça comme ça, une parenthèse. Quand tu penses que l'Église catholique fait la promotion de la réincarnation et ainsi de suite, mais dès que tu dis à certains de ces êtres-là que tu parles à des anges, des archanges ou des personnes décédées, tout de suite, ils te répondent que tu parles à Satan. Tu sais? Ouais. C'est comme de dire quelque chose, mais de faire le contraire. C'est assez étrange. Oui. Hein? Ça, la réincarnation existe, mais dès que tu parles à quelqu'un qui est décédé ou des anges, des archanges, tu parles à Satan. C'est impossible que tu parles à... Ben, c'est parce que ça marche pas, là. Oui. Hein? Tu comprends clair. Ce que je veux dire? Oui, c'est clair. C'est assez direct, là. Mais c'est ça. Là, j'ai un petit souhait d'anniversaire à faire avant qu'on aille à entendre le truc de Jean Lavergne. C'est la fête à Daniel Beauchamp aujourd'hui. Bonne fête. C'est un auditeur qui est dans la région de Montréal, plus dans le coin de... je me souviens pas les noms de villes dans ce coin-là. Moi, puis Montréal, là. Je fais juste y penser, puis je me perds. Je connais pas assez les spots. Il y a un côté sud, un côté nord, puis un côté île. Arrête-toi donc, toi. Ça aurait pris Marilyn Monroe là, pour faire « Happy birthday to you ». Avec la petite jupe au vent. Ouais. Fait que, Daniel, imagine-toi ce que tu veux. Voilà comme tu veux. Là, on va recevoir aussi aujourd'hui, il faut absolument que je vous dise l'émission, en fait. C'est le docteur Gaétan Brouillard qu'on va voir au téléphone dans à peu près, je dirais vers 12h30, 1h25, dans ces coins-là, pour le reste de l'émission. Donc, ça va être très intéressant. Vous l'avez vu d'ailleurs à Denis Lévesque à 2 reprises parce que cette semaine, il y est retourné. Mais là, on l'aura pas seulement qu'une demi-heure ou 20 minutes, mais c'est vraiment 1h30 à se gâter, puis on a plein de questions à lui poser. Et ça va être vraiment... tu sais, pour un scientifique qui s'intéresse à la vie après la mort, parce que tu parlais de ça tantôt, René, Oui. Je trouve tellement que ça fit tellement, là. Ben oui. C'est Exact. pour ça que je suis ici, là. Oui, c'est ça. J'ai bien hâte de vous le faire entendre, qu'on discute ensemble. Mais dans les médias, on va aller vers la chronique de Jean Lavergne avec l'OVNI Show. Exactement. Fait qu'on va là, drette là, puis on revient tout de suite après. Après ça va être la pause publicitaire et on rejoint le docteur Brouillard. Fait que restez là, ça va être très intéressant aussi, la chronique de Jean, parce que là, il parle de... Moi, je le dirai pas, vous l'écouterez. Je vous la mets drette là. Bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine encore une fois dans la chronique l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir ouvrir une petite fenêtre ufologique dans l'émission de Carole Lauzé toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse pas mal, même si ça m'empêche pas de dormir. On va parler de la perception de l'ufologie au niveau de plusieurs secteurs comme les médias ou la masse en général et les sceptiques aussi. Parce que généralement, la façon dont l'ufologie va être perçue pour les gens qui sont, on peut dire, à l'extérieur, ça va se passer au niveau d'une croyance. L'ufologie, c'est pas une croyance. Tu sais, la majorité du temps, quand tu parles d'ufologie, la première question que tu te fais dire, c'est « Hey, toi, tu crois-tu à ça? » Ben, tu crois à quoi? Tu crois à quoi? Tu crois à... Tu sais, tu peux... Si on met ça comme une croyance, ben, tu y crois... peu importe ce que tu vas te faire dire, tu sais, ça existe pas, c'est parce qu'on a la preuve de. Non, moi j'y crois, puis tu sais, je veux dire, la croyance aveugle, là, c'est pas ça l'ufologie, pour le vrai ufologue. Dans le fond, la croyance au niveau de l'ufologie, il faudrait plus que la question est, ben dans le fond, toi, tu penses-tu que ça se peut qu'il y ait des êtres d'une autre planète qui viennent se promener dans l'atmosphère terrestre, puis qui font ci, ça? Faudrait que ça soit plus ça la question que toi, tu y crois-tu? Puis, si on tombe dans la vague de ceux qui disent « Ben oui, moi j'y crois », là, ben, pourquoi? Faudra poser cette question-là avant tout, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu crois en quelque chose, puis tu crois de quelle façon?
Puis c'est sûr qu'au niveau de la chronique, pendant cette chronique-là, on va utiliser le mot croire, puis croyance, puis tu y crois-tu assez régulièrement, mais il faut faire la différence du contexte dans lequel qu'on va le dire, parce que c'est vraiment pas une croyance, l'ufologie. Là. L'ufologie, dans le fond, là, c'est une recherche pseudo-scientifique de qu'est-ce qui peut se passer sur la Terre au niveau des objets volants non identifiés, puis ça date de 1900 à aller jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Mais qu'est-ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que au départ, c'est pas une croyance. Donc, la première question que les ufologues devraient poser quand ils vont faire une enquête, c'est pas « Hey, toi, tu croyais-tu à ça avant de quoi? » C'est pas ça. C'est « Tu penses-tu vraiment que ça se peut qu'il y ait des êtres d'une autre planète qui viennent visiter la Terre? » C'est ça qu'il faudrait qu'ils posent comme question. Puis on est tous pareils, on a tous tombé dans le même panneau. « Hey, toi, tu y crois-tu? » Mais c'est fatigant, ça. Puis c'est parce que qu'est-ce qui arrive aussi? Aujourd'hui, c'est encore plus facile avec tous les médias sociaux. Faut pas tomber dans le « je voulais tellement que ça soit vrai que je m'en suis convaincu ». Puis ça, c'est une grosse maladie, ça, aujourd'hui en ufologie, parce que tu vas voir n'importe quoi, tu vas lire n'importe quoi, puis même si tu le vois avec tes yeux, il y a des chances que tu tombes dans le panneau pareil. On en a eu un exemple dernièrement, le 15 septembre aux États-Unis, quand que le dirigeable Goodyear a été pris pour un ovni pendant des heures de temps. Il y a eu des films, il y a eu du monde sur l'autoroute qui ont arrêté, puis qui ont checké ça, puis ils sont tous convaincus entre eux autres que c'était sûrement un ovni, c'était sûrement une soucoupe volante, parce que la visibilité était pas bonne, les films sont pas bien bons non plus, mais il y a pas personne qui analyse rien, donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'Internet, puis gros ovni aux États-Unis le 15 septembre 2020. Ça a pris une journée ou deux, si je me trompe pas, avant qu'on soit capable d'avoir un film qui se regarde, et puis moi personnellement, regarde, tout de suite, j'ai dit, regarde, c'est d'autres choses, on va regarder ça de plus près, puis finalement, c'est le blimp Michelin. C'est le ballon Michelin. Puis il y avait justement un match de football cette journée-là. Puis il se promenait dans les environs du stade à cet endroit-là. Donc, tu sais, y croire ou pas y croire, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Tu sais, je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu. Ça, c'est une maladie quasiment, là, tu sais. Mais on va regarder quelques exemples de ça au cours de la chronique qui font en sorte que faut absolument démêler le fait de dire tu y crois-tu ou tu penses-tu. Puis c'est très important ça. Au départ, on pourrait commencer par un des plus gros symboles de croyance qui existe, je pense, sur la planète. C'est le fameux poster dans le bureau de Fox Mulder au FBI qui s'est écrit dessus « I want to believe », je veux y croire. Ben, personnellement, si on a vraiment écouté la série, on voit bien que Mulder, dans le fond, c'est qu'il cherche une vérité. Peut-être pas la vérité, mais une vérité. Fait que lui, dans le fond, son « I want to believe », c'est il veut croire qu'il y a une vérité en dessous de ça. Donc, il croit à l'existence, à la présence d'extraterrestres, mais à sa façon à lui. Et le plus important dans ça, c'est que c'est sa façon à lui. Il cherche sa vérité. Tu sais, je l'ai déjà dit, ça. Les ufologues, il y en a qui vont se concentrer sur tel sujet. Lui, Mulder, il cherche la vérité point final, dans le fond. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être la sienne, mais c'est la vérité point final. Mais il veut y croire dans le sens que ça y donne du gaz, si on peut dire ça de même, pour continuer sa recherche. Mais dans le fond, dans l'histoire de X-Files, il trouve des preuves partout. Je veux dire, faut transvider ça dans le vrai monde aussi, là. Des preuves à ce point-là, il y en a pas tant que ça. Puis il y a toujours ceux qui vont être prêts à croire, n'importe quel complot aussi, tu sais. C'est que, tu sais, dans le fond, ça, c'est vraiment y croire au complot. Que ce soit dans n'importe quel sujet, que ce soit comme dans ce temps-là pour le vaccin puis le virus, tu sais, il y a plein de monde, moi, je ne crois pas à ça, puis tu sais, la pandémie, regarde, ça, c'est une question qu'il faut se poser chacun personnellement. Puis malheureusement, la majorité des complotistes, ils font pas ça personnellement, ils font ça en gang. Donc, mais pour qu'est-ce qui est de l'ufologie, c'est tu crois à la présence, tu crois pas aux ovnis, tu crois à la présence d'extraterrestres dans nos murs, si on peut dire ça comme ça. Ben, à cause de quoi? Puis il faut absolument, moi dans mon cas personnel, en tout cas, que je trouve une preuve, comment je pourrais bien dire, pas nécessairement physique, mais
faut que ça ait de l'allure en tabarouette pour que je me mette à croire à telle affaire. Parce que ma personnalité ou mon mode de pensée me prouve toujours à aller, oui, mais tu sais. Tu sais, la question qui tue dans le fond, oui, mais tu sais, à cause tu dis ça, pour parler comme les mondes du Lac-Saint-Jean, à cause tu fais simple, mais à cause tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, prouve-moi-les, puis si je trouve que ça a de l'allure, je vais peut-être, entre guillemets, y croire à ton explication, tu sais. Puis, ça va loin, ça, parce que ça va loin dans l'analyse des films aussi, l'analyse des photos. Qu'est-ce qui est intéressant de remarquer avec les analyses de photos puis les analyses de films, c'est que tu vas trouver majoritairement les gens qui, entre guillemets, n'y croient pas, vont découvrir que, ben non, regarde, c'était ça que t'as filmé, là, c'est ça que t'as vu, là, tu sais, c'est Vénus, c'est une rentrée atmosphérique, c'est le blimp Michelin, tu sais, je veux dire, parce que même si tantôt je disais que c'était vraiment le blimp Michelin, il y en a qui vont aller loin. Puis, de l'autre côté, tu vas dire, ben non, regarde, quand j'analyse la photo, ça me donne ça. C'est parce que faire de l'analyse photo au niveau d'un sujet qui nous passionne, c'est dur d'être impartial dans le sens que, puis je le sais, parce que j'en fais de l'analyse vidéo puis de l'analyse photo, c'est que dans le fond, un coup que t'as fini, ça peut quasiment vouloir dire ce que tu voulais que ça dise, tu sais. Parce que si tu trouves que ça ressemble à telle soucoupe volante qui a été filmée en telle année, ça va être dur en tabarouette, mais que t'aies fini, que tu y aies pas, sans nécessairement le vouloir, donner la forme que tu voulais. Parce que généralement, aujourd'hui, c'est encore pire parce que des vraies photos de 35 mm, il n'y en a plus vraiment. On a tout le temps des photos de téléphone pris à la hâte ou des films de téléphone pris à la hâte, puis la pixelisation, même si mon téléphone est bon, il y a toujours un gros degré de pixelisation, puis la majorité du temps, l'objet à analyser, c'est style un petit point noir dans le coin en haut à gauche, faut que tu grossisses des millions de fois pour être capable de voir de quoi. Puis 99,9% du temps, ça va être une tâche, ça sera rien d'autre, tu sais. Même sur certains films qui sont quand même assez bons, dépendamment de ce que tu peux avoir comme copie de film, tu vas toujours arriver à une tâche embrouillée. Puis si tu essayes de guidonner des contours, ben là, il y a bien des chances que ça soit toi qui donne les contours. Tu sais, c'est pas l'image qui te parle, c'est toi qui y parle. Donc, il y a cette croyance-là aussi qui rentre en ligne de compte, qui fait en sorte que souvent, l'analyse vidéo ou l'analyse photo va être biaisé par tu y crois ou tu y crois pas. Puis comme je disais tantôt, il faut faire attention au croire parce que c'est pas nécessairement une croyance. Comprenez-vous? Dans la même ligne de pensée, il y a aussi ceux qui disent que tout est extraterrestre. Tout ce qu'on comprend pas est extraterrestre. Tu sais, je veux dire, 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a gossé une roche à quelque part, puis ça se peut pas. C'est sûr qu'ils ont eu de l'aide des extraterrestres pour faire ça. Tu sais, je veux dire, moi, je suis convaincu. Regarde, je suis convaincu, là, tu sais, ce qui me tape là-dedans, dans le fond, c'est ceux qui sont carrément non, ça n'existe pas, puis ceux qui sont carrément oui, ça existe à tout prix. Ce qui est intéressant dans la recherche ufologique, c'est de trouver ce que c'est, ce qu'ils font, puis d'où ce qu'ils viennent, mais ça, regarde, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on découvre quelque chose dont on ne connaît pas nécessairement la provenance que c'est automatiquement extraterrestre. Tu sais, je l'ai déjà dit ça, l'homme, c'est pas une lumière, souvent, mais je veux dire, le besoin a toujours été la mère de toutes les inventions, puis c'est pas parce que, v'là 2000 ans ou 3000 ans, qu'il faisait quelque chose qu'on n'est pas nécessairement capable de faire aujourd'hui, parce qu'on a évolué d'une autre façon, où nos besoins sont différents, ou qu'on n'a plus besoin tout court de ça, que c'était absolument exécuté avec l'aide d'un extraterrestre, t'sais. Puis là-dessus, là, je m'en vais vers les théories des nos ancêtres, les extraterrestres et Ancient Aliens, c'est que il y en a plein des affaires qu'on comprend pas dans notre histoire. Mais il y en a plein des affaires qu'on a oubliées puis qu'on a perdues aussi, tu sais. Par contre, il y a des signes qui nous montrent que, là, peut-être une couple de milliers d'années, il y avait des civilisations sur la Terre qui étaient quand même très évoluées. Mais pourquoi qu'ils ont disparu, on le sait pas, tu sais. Je veux dire, faut pas nécessairement dire, regarde, c'était des extraterrestres, puis à un moment donné, ils sont tannés d'être ici, puis ils sont partis. Regarde, moi, j'embarque pas là-dedans. C'est pas compliqué, là. Mais ça devient une croyance. T'sais, que tout ce qu'on comprend pas soit extraterrestre, c'est une croyance. Puis c'est pas s'enligner vers la recherche
pur et simple d'un phénomène qu'on comprend pas, ça. Tu sais, si aussitôt qu'on découvre de quoi qui sort un peu de l'ordinaire puis qu'on comprend pas, on attribue ça directement à une présence extraterrestre, il y en a même pas de débat, il y en a même plus de recherche, tu sais, je veux dire, c'est OK, regarde, on comprend pas ça, regarde, OK, ça c'est extraterrestre. Ça peut être intéressant d'y mettre l'hypothèse qu'il y a peut-être eu une présence extraterrestre qui ont aidé les gens de l'époque à réaliser, mais faut pas nécessairement couper ça franchement avec un couteau. Ah oui, c'est évident qu'il y a eu des extraterrestres là, tu sais. On peut aller dans un autre sens aussi, qui est moins spectaculaire, si on peut dire, les photos qui sont prises, qui n'avaient rien, puis que quand tu fais développer ta photo, il y a de quoi dessus, tu sais. J'ai eu un exemple de ça. J'ai fait une enquête déjà sur une personne qui disait qu'il avait pris des photos, puis quand il a pris les photos, il a rien vu, puis quand il a fait développer les photos, il y avait plein de choses dessus. Au départ, ça se peut, hein. Tu sais, je veux dire, quand on prend une photo ou quand on est dehors tout court, on regarde, on n'a pas un champ de vision 360 degrés, puis par en haut, puis par en bas, puis tous les côtés, là. Tu sais, je veux dire, il y a bien des choses qu'on focus nos yeux dessus, puis que le restant, ça passe comme dans le beurre, si on peut dire, tu sais. Mais ça arrive des fois qu'on prend des photos, puis regardons, tu as vu ce qu'il y avait sur la photo en même temps. Mais que tu prennes 10 photos la même journée, puis qu'il y ait 10 choses différentes dessus, à 10 endroits différents, ça me surprendrait ça un peu. Mais l'enquête en question, c'est le gars qui avait fait développer ses photos. Il y avait eu des taches d'acide sur ses photos, puis lui, il était convaincu. Tu sais, je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu. Puis, regarde, je pense que j'ai passé 2h30, 3 heures avec lui pour essayer de comprendre ce qu'il m'expliquait, puis essayer de lui faire comprendre que j'ai des gros doutes. As-tu le négatif? Non, on l'est plus, blablabla. Ça aussi, c'est une croyance. Puis c'est plate parce que la majorité du temps, quand on tombe dans ce style de mode de pensée-là, c'est dur à décrocher. Tu sais, c'est dur de décrocher parce que, tu sais, personnellement, j'en ai vécu plein d'affaires, puis, tu sais, des fois, même en les ayant vues, en les ayant analysées, je me demande encore ce que c'était. Tu sais, moi, je suis carrément de l'autre bord, tu sais, je veux dire... je voulais tellement que ça soit vrai que je veux savoir si c'est vrai au lieu de dire que je m'en suis convaincu, tu sais. Mais c'est plate parce que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça, puis c'est pas la majorité des enquêteurs non plus qui sont comme ça. Parce que souvent, quand que tu t'en vas faire une enquête sur une observation d'OVNI, d'après ce que le gars t'a dit au téléphone, ton idée est déjà faite, puis quand tu arrives là, tu lui poses des questions dans ce sens-là. C'est dur pour un enquêteur de n'importe quoi, dans le fond, de pas se faire une idée avant. Tu sais, t'arrives là, moi, je t'ai appelé hier, puis quand je t'ai appelé hier, j'étais encore sous l'émotion parce que là, j'ai vu ça. Ouais, mais qu'est-ce que t'as vu? Puis là, finalement, c'est gros comme un auto. Après ça, une demi-heure après, c'est rendu gros comme un ballon de plage. Puis finalement, c'était minuscule dans le ciel quand tu t'expliquais où c'était, puis de le cacher avec son pouce, là, tu sais. C'est dur de faire le relief entre l'histoire, ce que tu voudrais que ça soit, ce que lui voulait que ce soit, puis qu'est-ce que tu vas en faire après, tu sais. Puis c'est là qu'on tombe encore dans le niveau du « tu y crois-tu », là. Tu sais, tu y croyais-tu avant de voir ça? Parce que dépendamment de la réponse du gars, puis dépendamment si le gars, il y a 46 vidéos d'extraterrestres dans sa bibliothèque de films, un peu dans le même genre que le gars tantôt que je disais qu'il avait photographié rien, puis que finalement, il y avait de quoi sa photo. Lui, il était influencé totalement par tout le cinéma, la documentaire et compagnie, là, tu sais, je veux dire, c'est dur de se faire une idée franche du phénomène, puis de s'en tenir à ça, tu sais. C'est ça que je disais, ceux qui sont convaincus que ça n'existe pas, ils sont carrément de l'autre bord, puis ceux qui sont convaincus que ça existe à tout prix, eux autres aussi sont carrément de l'autre bord. Moi, j'essaie personnellement d'être plus dans le milieu. Parce que c'est dur des fois, parce que, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'aimerais ça que ça soit vrai, puis qu'on en pogne, tu sais. Mais j'essaye tout le temps de me mettre du côté de voir si ça se peut. Tu sais, éliminer le « je pense que c'est », puis rester plus du côté du « voir si ça se peut ». Mais ça, regarde, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais toujours la question qui tue quand c'est le temps d'interviewer quelqu'un parce que j'essaye pas nécessairement de débâtir le patente, mais je veux dire, j'essaye de comprendre pourquoi ils pensent de cette façon-là, puis qu'est-ce qui les a amenés à penser de cette façon-là. Puis c'est ce qui m'amène à penser qu'il faut absolument décrocher du mot « tu y crois-tu »,« tu y croyais-tu ». C'est pas une croyance, l'ufologie.
Sur ce, c'est ce qui met fin à ma petite chronique de cette semaine dans l'émission de Carole. Je vous rappelle que si vous voulez me laisser des questions ou commentaires, vous pouvez passer par l'émission Zone Parallèle ou m'écrire directement au www.digifilm.ca. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans une prochaine chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Eh oui, on est de retour, mais pour une courte pause, parce que là, on va aller à la pause. J'ai rejoint le docteur Brouillard qui est présentement au téléphone avec nous. Donc, on va aller faire une petite pause et on revient avec lui. Alors, restez là. De retour en studio, je vois que le chronique de Jean Lavergne a fait jaser un petit peu si je lis les commentaires sur Facebook. Mais comme on a entendu aussi dans la pause, je rappelle que c'est aujourd'hui le 12 décembre que c'est la grande guignolée du docteur Julien qui est organisée par le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Le tout se déroule dans le stationnement du centre Les Galeries Chagnon. Faites votre don à même votre auto, sans contact et même par texto aussi. C'est possible au CPSL 20222 et le tout sera enlevé et crédité sur votre compte de téléphone. Et vous pouvez en tout temps faire un don directement sur leur site internet au www.pédiatriesociallevy.com sans espace entre les mots. Alors, c'est ça. Et là, on a aussi le docteur Gaétan Brouillard au téléphone. Bonjour Gaétan. Oui, bonjour Carole. Ça va bien? Bonjour. Très, très bien, oui. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, ça nous fait plaisir de te recevoir parce que je trouve ce que vous avez fait comme livre, c'est magnifique, vraiment magnifique. Je peux pas m'arrêter de le lire quand on commence. On essaye de pas s'arrêter, là. On parle ici du livre « C'est une question de vie et de mort ». Je sais qu'on vous a vu à deux reprises à l'émission de Denis Lévesque, surtout une dernièrement, cette semaine, avant-hier, si je me trompe pas. Et vous êtes aussi auteur de deux autres livres, je ne vais pas le dire à l'envers, La santé repensée et La douleur repensée. Dans ces deux livres-là, La santé et la douleur repensée, on s'attend à lire quoi, en gros? Ben, c'est tout ce qui peut faire en sorte que l'individu peut reprendre sa santé en main au lieu de la donner à quelqu'un d'autre. Donc, tout le côté préventif est là. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai dit, faut repenser notre façon de traiter, notre façon de se maintenir en santé. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la santé repensée. Et après ça, tout le phénomène de la douleur, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut traiter nos douleurs? Est-ce que c'est toujours à travers une médication qu'on va prendre pour le restant de nos jours? Eh bien, je dis que non. On a des facettes tellement intéressantes là-dedans. Et en troisième livre, ben, je me disais, faut repenser la vie aussi aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, ça fait quand même 1 an et demi que le livre est terminé. Et à cause du COVID, justement, on avait repoussé les éditions, etc. Et c'est comme tellement important actuellement de réaliser à quel point on ne sait pas qui on est, on ne sait pas véritablement c'est quoi la vie, puis encore moins la mort, parce que je dis, il faut repenser la vie, il faut repenser la mort aussi au point où on en est aujourd'hui. Et je te dirais que ce que j'ai bien aimé, c'est Guy Corneau a fait la préface du premier livre. Ben oui, j'ai vu ça. Hein? Puis quand il a lu ça, là, Guy, il était comme en amour. Il dit, enfin, un médecin qui nous parle des vraies affaires. Il dit, pour moi, là, c'est réveiller notre médecin intérieur. Parce qu'on a toute cette faculté, mais encore là, faut nous donner cette connaissance qu'on peut faire quelque chose. Et c'est avec des trucs de la vie, tout le côté préventif. Si je te disais que 60% de toutes les maladies qui existent actuellement, on pourrait, avec un mode de vie sain et toutes les petites recettes qui sont à l'intérieur, eh bien, empêcher l'éclosion de toutes ces maladies-là, dont le cancer inclus. Et c'est phénoménal quand on comprend ça, et ça vient de la science, ces choses-là. Exact.
Mais justement, vous avez ça vous a amené à faire le tour du monde, entre autres en Thaïlande, en Inde, au Népal et dans les hauts plateaux du Tibet. Est-ce que c'était pour vos recherches? Parce que c'est rare que je vois un scientifique médecin scientifique qui décide de se pencher sur le phénomène de la mort ou de l'après-vie. Puis ça m'a comme subjugué quand je vous ai vu à Denis Lévesque la première fois. Ça m'a comme aïe. Tout ce que vous dites, c'est ce que je pense et c'est ce que je suis bouche bée. ben Carole, t'as raison là-dessus. C'est qu'en tant que médecin, j'avais pas le choix d'être confronté avec des gens qui mouraient et des enfants qui mouraient, là, qui m'arrivaient tout ce que je pouvais faire à un moment donné, c'est constater le décès et avertir des fois les parents de ce qui venait de se passer, parenté, etc. Donc, j'étais confronté constamment dans une salle d'urgence, parce que je travaillais à la plus grosse urgence de Montréal à l'époque, à l'hôpital Maisonneuve, avec des gens, soit que je réanimais, et tant mieux lorsque ça fonctionnait, mais parfois, la triste conclusion, c'est que fallait constater le décès. Et comment le dire? Et j'avoue que je restais des fois dans la salle tout seul, et là, la personne venait on mettait le drap, et j'étais seul avec elle, et je commençais à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tout se finit aussi bêtement que la mort du corps? Est-ce que cette partie de chair qui finalement a rendu vie, est-ce que la vie s'arrête là? Ça serait, à mon avis, totalement absurde de penser, lorsque le corps se termine, lorsque le corps nous laisse, que la partie, une partie immortelle de nous pourrait également continuer sur d'autres plans. Parce que sinon, à mon avis, la vie devient insensée. C'est pas vrai que la vie se termine avec simplement l'amas de chair qui un jour va pourrir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La vie est dénuée de sens à partir de ce moment-là. Donc, la mort n'est pas la fin de tout et c'est ce que j'ai voulu amener chez les gens dans ces moments difficiles, que faut penser une autre façon de qui on est, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort aussi? Parce qu'à partir du moment où on comprend la vie, la mort et qui nous sommes, eh bien, la mort n'est souvent qu'une délivrance. Souvent, un corps qui a vécu X années, qui a 80, 90 ans, à un moment donné qui est usé, un peu comme un vieux bazou, hein, à un moment donné, ton auto, il faut que tu en lâches, ton vieux manteau, il est défraîchi, il y a des trous, on le laisse et on endosse quelque chose d'autre. Eh bien, le corps est un peu pareil. Le corps endosse une partie de notre être immortel. Pour moi, c'est évident. Et on verra que la science, des fois, je la regarde et je dis, voyons donc, comment est-ce que la science ne peut pas embarquer dans une chose aussi importante que la vie et la mort actuellement? On a des prix Nobel depuis à peu près 80, 100 ans qui nous disent à quel point tout l'univers est vibratoire. Mais non, on s'en tient encore à ce processus de dogmatisme matériel. On dirait que ce n'est que la matière qui existe. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. Mais non, on a les preuves aujourd'hui scientifiques de ça. Et je suis content d'une émission comme la vôtre. J'écoutais tout à l'heure des choses insolites. Mais parler de la vie puis de la mort, c'est pas les choses insolites. C'est bien quelque chose d'important qui nous parle et on devrait s'intéresser à ça dès le début. Je parlais des voyages que j'ai faits au Népal, au Tibet, etc., en Inde. Eh bien, je te dirais que là-bas, même les jeunes moines tibétains, dès l'âge de 10 ans, on parle de la mort. Tu sais, on parle de la mort aux enfants. Ici, la mort, on la cache, on l'occulte. On n'en parle pas. C'est tabou. Même pas aux médecins. Même en tant que médecin, on m'a jamais appris c'était quoi la mort. On m'a appris à sauver la vie, mais c'était tout. Mais à un moment donné, il faut réaliser c'est quoi la mort. C'est tellement important. Et le monde serait tellement différent et tellement plus heureux le jour où on va comprendre ces choses-là. Docteur Brouillard, que pensez-vous de l'idée qu'on pilote nos corps? Oui, on pilote nos corps, oui. Fait que c'est vraiment une question de symbiose qu'on doit parvenir entre ce qu'on est, la divinité qu'on est et la carcasse qu'on a à animer. Oui, tout à fait. Et tu dis bien, hein, on pilote. Fait que, au fond, le corps humain, c'est un peu comme la voiture dans laquelle on embarque et qu'on va conduire. Mais à un moment donné, à force d'être toujours dedans,
on a l'impression qu'on est rendu l'auto, finalement. Ben non, c'est pas vrai, c'est nous qui conduisons. Mais là, malheureusement, on est rendu que c'est l'auto qui conduit, même le conducteur. On connaît toutes nos habitudes. C'est peut-être ce que les intelligences artificielles vont créer. Alors, la voiture va savoir exactement tes goûts. Et surprenant, tu vas embarquer dans ta voiture, puis elle va t'amener peut-être voir ta blonde, mais c'était pas cette journée-là que tu devais faire ça. Mais c'est comme si, à un moment donné, on organise la vie toujours selon le côté matériel des choses. C'est le côté transhumanisme aussi qui commence à se dessiner de plus en plus dans l'horizon. C'est une symbiose entre la machine et l'homme, une tangente qu'on veut peut-être pas nécessairement entreprendre puisqu'on est déjà, du côté capacité corporelle, on n'en connaît même pas encore 10% de nos vraies capacités. Tout à fait. Hein? C'est connu que le cerveau ne fonctionne on dit à peu près 3 à 5%. Mais encore pire, même un organe qu'on appelle le cœur humain, le cœur humain, eh bien, on dit que c'est une pompe. Oui. Mais là, on commence à réaliser, ben non, le cœur est au centre de tout le corps. Le cœur irradie jusqu'à 5 mètres. C'est juste parce qu'on n'avait pas toujours, la technologie pour vérifier ça. Mais le cœur est plus important d'une certaine façon et ressent davantage que le cerveau. On dit que le cœur irradie aujourd'hui jusqu'à 5 mètres tout autour de nous. Ça veut dire, lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est pas juste avec les yeux puis l'interprétation de la personne qui est devant toi. C'est une partie de toi qu'on appelle le cœur qui rentre en contact avec un autre cœur. Hein? Ça a l'air un peu flayé. Non, pas du tout. Pas flayé. C'est exactement ça qu'on... C'est vraiment dans ce... J'allais vous rajouter l'estomac. J'allais vous rajouter aussi l'estomac parce qu'il y a autant de neurones dans un estomac qu'il y en a dans un cœur qu'il y en a dans un cerveau. Vous dites... oui, le cœur, on vient de réaliser, à date, on en a calculé 40 000 neurones dans le cœur. Exactement. On pensait que c'était toutes des cellules contractiles, des cellules musculaires. Mais imagine, le cœur, il a ses ramifications à travers tous les organes. Fait qu'il sait à l'instant, à la microseconde, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, le cœur réagit à ça. Oui. C'est pas pour rien qu'on parle d'entrer en cohérence cardiaque, parce que on vit presque constamment dans l'incohérence cardiaque. Et c'est l'être humain qui est toute une machine, par contre, là, comparé à l'animal, à cause de ce que j'appelle son état émotif. Donc, il y a constamment tout ce qu'il pense, toutes les pensées ont une importance sur le rythme cardiaque. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends constamment. Donc, le cœur est au centre de la personne. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on dit, tu sais, faut avoir le cœur sur la main, faut penser avec le cœur et non pas juste avec notre intellect qui est rempli de certaines connaissances, certaines croyances. Hein, il y a beaucoup de croyances qu'on devrait défaire un jour. Et donc, je pense que votre émission, c'est à propos de défaire ces croyances-là. Exact. Il me fait penser à Einstein qui disait, c'est plus difficile de chasser les croyances, de changer une croyance que de fissurer un atome. Hein? La part d'un grand penseur comme ça, là, ça veut tout dire. C'est un penseur, c'est un scientifique, là, Einstein. C'est pas un de pique non plus. Là. Non, c'est effectivement. Puis je regarde, d'ailleurs, vous avez fait... Je dirais point carré, mais je ne commenterai pas plus loin pour le sujet Einstein. Vous avez fait un commentaire, d'ailleurs, un petit court texte qui est écrit en caractère gras. C'est sûr que tu peux pas accrocher là-dessus parce que c'est carrément ça. Vous dites le mental humain et les pensées en fait, les mécanismes les plus dissonants et discordants de notre corps. Ça, c'est ceux qui écoutent leur tête, et non leur ressenti aussi, si je comprends bien. Absolument. Oui, j'ai voulu faire sentir, et ce que tu dis là, ça t'a vraiment, ça t'a touché, mais je peux dire qu'à un moment donné, même l'éditrice, à un moment donné, m'a dit, c'est fort de dire ça. Ben, j'ai dit, c'est pas juste fort, ce n'est que ça. C'est ça, justement. C'est pour ça que j'étais contente de lire ça. Vous avez aussi écrit « Laissez parler le cœur plutôt que le mental apporte plus de bonté et de sagesse ». Ça aussi, c'est tellement vrai, là. Tellement. Je vous dis, je lisais le livre, puis je me dis, mon Dieu, c'est exactement parce que je vous avais écrit, justement, quand on discutait par courriel, j'avais commencé à écrire un deuxième livre, et je parlais carrément de tout ce que vous dites, ou presque. On était en synchronicité, Carole. Carrément. On fait partie de la conscience universelle, à quelque part. Toutes nos petites consciences
se rattachent, si on veut, à cette grande conscience. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. On est tous rattachés exactement à la même grille en tant qu'espèce. Ben, savez-vous ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de vous, en fait? Tout ce que je lis de vous, c'est que j'ai l'impression que vous, personnellement, vous êtes vraiment le docteur, le médecin scientifique qui vraiment fait les choses avec cœur. Donc, j'appelle ça un ange. Ce qu'on dit de cet incite à la TV, là. Il y a de plus en plus des médecins comme ça. Il y a de jeunes médecins qui me contactent aussi puis disent encore avant hier, une jeune fille, elle dit, je ne sais pas si je dois terminer mon cours de médecine, mais elle dit, ça rentre pas dans mes cordes actuellement. Il y a tellement d'autres choses que j'ai vues. J'ai pratiqué du Reiki. J'ai fait un paquet de choses qu'on voit dans l'invisible et des guérisons qui s'opèrent aussi dans l'invisible. Et là, on ne parle pas du tout de ça. Ben, j'ai l'impression que mes seules armes, ça va être de traiter avec des médicaments. Elle dit, c'est pas ce que je veux. Ben, j'ai dit, c'est important, premièrement, que tu continues ta formation. Tu vas avoir besoin des médecins aussi qui vont avoir le titre aussi et qui vont commencer à élargir la médecine. Parce que la médecine, va falloir intégrer ce que j'appelle la médecine énergétique tout à l'heure. Pas juste la médecine pharmaceutique dans laquelle on risque de s'enliser. Et après, d'après moi, on va dépasser la médecine pharmaceutique. Elle a quelques années, là, la médecine pharmaceutique, peut-être même pas une centaine d'années, mais je peux te dire qu'on va la dépasser grandement et avec 100 effets secondaires, probablement. Ben, vous êtes un rare médecin qui c'est pas un donneur de pilule, si je comprends bien. Vous y allez avec la nature et les vraies choses, là. Oui, parce que sinon, on risque de vraiment s'écarter de notre nature profonde. Comme M. Laverne disait, c'est que on est en symbiose avec la planète. Mais on vit comme si on était des êtres, une certaine orgueil, je pense, de l'être humain. On agit en virus présentement. Un méchant virus, ça, oui. Ça fait de l'orgueil aussi. Et c'est ça. Et on veut comme régler le processus, qu'on ne s'occupe pas véritablement de pourquoi ça arrive, qui on est véritablement, et tout ce système dans lequel on est interdépendant. La planète vit, elle vit un grand dérangement, mais l'être humain vit aussi ce grand dérangement. Et on arrive, je pense, à un seuil où il faut faire quelque chose, prendre conscience de tout ce qu'on est en termes d'appartenance à cette belle planète bleue aussi. On en est responsable aussi. Et le jour où on va la laisser aller, eh bien, c'est nous, une partie de nous que nous allons perdre. Parce que nous ne serons jamais des automates. Mais à quelque part, on a besoin un peu de cette dissonance-là pour être capable de reconnaître qu'on a besoin de se réharmoniser. Ah, ouais, très bon point. Oui, je te dirais qu'il faut souffrir pour savoir qu'à un moment donné, il faut changer, que notre façon de vivre est peut-être pas la bonne. Oui, exact. Heureusement, on apprend par la souffrance, ou on peut apprendre par la conscience aussi. Mais j'avoue que l'être humain, en général, il attend que ce soit rendu au bout de la corde là, pour comprendre quelque chose. Et là, ça fait mal. Et là, on commence à changer parce qu'on commence à souffrir dans tout ça. Ben oui, l'humain apprend comme ça de par les émotions. S'il n'y a pas d'émotions dans ce qu'il est en train de vivre, il n'apprend rien. S'il y a des émotions qui sont rattachées, qui soient positives ou négatives, ça reste enregistré dans la conscience de l'être. Oui. Et le phénomène de la conscience aussi, donc, c'est pas juste un phénomène passif dans un temps. Il faut, à un moment donné, comprendre. Lorsqu'on commence à connaître l'essence de l'être humain et son potentiel que j'appellerais la divinité, qui fait partie aussi, il est cette parcelle divine aussi. Et le jour où il réalise ça, eh bien, c'est la seule chose qui lui reste à comprendre, c'est d'augmenter ce niveau de conscience constamment. Et c'est là qu'on va véritablement, les choses vont... Le jour où l'être humain s'unit à tout ce qui l'entoure, eh bien, cette unification va faire en sorte que ce que j'appelle même le bien et le mal va même disparaître. Il n'y aura plus de bien, il n'y aura plus de mal, il va y avoir simplement les choses qui doivent être faites pour créer l'unité, si on veut, ou l'harmonie tout simplement constamment. Et ça, j'espère qu'on s'en va vers ça là, actuellement. Il y a un renouveau de la conscience de l'être humain qui est en train de se mettre en place. À quelque part, on commence à comprendre l'humilité parce qu'on a une place à travers ce grand tout-là. Oui, tout à fait. J'ai vu aussi que vous aviez un chapitre aussi qui parle de la grande loi de l'attraction. Ça aussi, ça me parle parce que, comme vous dites si bien,
c'est en fait, vous avez écrit plusieurs thèmes qui viennent de d'autres personnalités connues dans le temps. J'ai accroché mon micro, excusez. Vous parlez, entre autres, comme vous dites, la vie vous veut en santé, mais vos pensées de peur vous entraînent parfois dans une autre direction. Ça aussi, ça veut dire qu'on on écoute le mental et non, on n'écoute pas son cœur non plus, à quelque part, si je comprends bien. Tout à fait. Ce qui est normal parce que l'être humain a cette faculté de penser, ce que j'appellerais ce mental concret, cette connaissance, mais en même temps, il s'en sert comme plus il y a de connaissance, plus il y a l'impression, parce que même ce qu'on appelle la connaissance, c'est pas nécessairement toujours la connaissance avec un grand C, ce sont des connaissances à gauche et à droite, puis on peut voir même dans la science, la connaissance qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, à un moment donné, elle prend bord pour une nouvelle connaissance. Puis on approfondit, et ce qu'on pensait qui était correct, ben non, pas tout à fait. Donc, c'est constamment en mutation, c'est constamment quelque chose qui est en train de se redévelopper, de se redéfinir aussi. Il y a aussi que vous dites, selon la loi de l'attraction, même si il est invisible et très puissant, le pouvoir des vibrations de la pensée agit constamment. Si vous placez, par exemple, 2 diapasons à quelques mètres de distance et que vous frappez le premier, le deuxième entraînera en résonance, en vibration et produira le même son. Ça, là, c'est tous des tests qui ont été faits scientifiquement en plus, hein? Oui, c'est ça, c'est des tests qu'on peut faire même chez soi en passant. On n'est pas obligé d'avoir la sacro-sainte science qui nous dise quoi manger, comment manger, à quelle heure manger constamment. On dirait qu'on ne peut plus vivre sans qu'on ait l'absolution, à un moment donné, de ce que j'appelle cette science. Malheureusement, l'être humain existe depuis bien plus longtemps que la science existe. Hein? Ça fait longtemps que ces choses-là sont connues. Mais on dirait qu'on attend encore qu'on ait une espèce de preuve hors de tout doute que ça fonctionne comme ça. Oui, on n'a qu'à prendre un diapason et aller chercher un autre, et qu'en frappant le premier, le deuxième qui est sur la même fréquence va se mettre à résonner aussi. Fait qu'imagine le jour où tu en as 500 000 qui résonnent en même temps, ça fait une moyenne vibration. C'est pour ça que le phénomène de la pensée et la façon qu'on vit actuellement dans notre période, là, où ce sont surtout des pensées de peur qui nous alimentent, t'ouvres le petit écran et ce n'est que le nombre de morts, le nombre de cas, etc. Mais on peut-tu arrêter de parler de ces choses-là à un moment donné? C'est apporter quelque chose de positif à un moment donné. Parce que on attire à notre... Et ça, on le sait pourtant. On le sait que la pensée multiple, ce qu'on appelle des égrégores, des formes de pensée, vont faire en sorte qu'on va créer encore plus de... C'est la même chose même pour la personne qui pense qu'elle a peut-être un cancer. C'est prouvé aujourd'hui que si tu penses que tu as un cancer alors que tu es en bonne santé, mais la moindre doute, tu as tellement peur du cancer, ben, à un moment donné, la nature va te donner raison. Voici, tu as peur de ça, ben, en voici un, et enfin, tu peux réagir à partir de ça. Mais c'est pas ça qu'il faut, à un moment donné, dès maintenant, c'est prendre conscience que tout ce que l'on vit en termes de peur actuellement, il faut le neutraliser par des moments de réflexion, de s'asseoir à un moment donné, puis peut-être pas toujours ouvrir toutes les médias où on ne parle que de ça. Mieux vaut écouter un bon film de Noël où on a besoin peut-être de voir d'autres choses que... Ben, c'est quasiment de la science-fiction, par exemple, les films de Noël. On ne peut même pas le fêter. Si les gens, ça les permet de rire puis d'être heureux, ça aide beaucoup les neurotransmetteurs, ça aide le corps. C'est clair. Là, on entend un sourire, même rire. J'adore ce que j'entends qui vient d'un médecin. J'avais lu ses livres, je l'avais vu à Denis Lévesque. Ça m'a amené à agir de plusieurs façons. Moi, je dis souvent, ça serait bien que les gens reprennent le volant de tout leur cerveau. C'est là qu'ils verraient la force qui est en eux. C'est vraiment très puissant. Mettons, je rentre dans ma famille, puis s'il y a quelqu'un qui a le rhume, tout le monde a tendance à dire « Approchez-moi pas, j'ai le rhume ». Moi, je fais « Non, viens, je vais te prendre dans mes bras, il n'y a aucun problème », puis j'ai rien. Absolument rien. Ça dépend de ta pensée, des vibrations que tu projettes. J'adore vraiment ce que vous dites. Oui, mais moi aussi, ça résonne tellement. De toute façon, comme je disais tantôt, quand j'ai voulu écrire mon 2e livre, ce que vous écrivez dedans, des expériences de mort imminente et des expériences comme par votre grand-mère ou votre mère, je ne m'en souviens pas si c'était laquelle, là. Votre mère, je crois. Mais j'aimerais ça qu'on en parle aussi tantôt. C'est des choses que j'avais écrites presque identiquement parce que ce livre-là, je voulais qu'il soit d'origine un peu
scientifique, mais en même temps ésotérique. Un mélange des deux, comme vous avez fait, mais avec des preuves scientifiques de ce que j'apportais comme preuve. Mais malheureusement, je me suis fait hacker. Mon ordinateur s'est fait vider de son contenu, mon disque dur externe aussi. J'ai tout perdu, les écrits. Ouais, c'est ça. Je pense que je tombais à pile poil sur le sujet. Puis on a comme peut-être, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est donné, il a dû dire, ah, toi, tu vas enfermer, là, je sais pas. Faut pas que tu dises ça. Mais je vois que vous l'avez fait. Fait que je trouve ça... il l'a vraiment fait. Dans son livre, j'ai bien aimé quand que tu lis sur le docteur Helen Langer. L'expérience quand elle le fait, ça vient prouver la force de tous les cerveaux à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas juste le cerveau dans la tête. Là. Il y en a à d'autres endroits, surtout le cœur qui est très puissant. On le voit, on le ressent, mais il y a plein de belles choses écrites dans ces livres-là qui t'emmènent à penser complètement différemment. Et quand tu sais comment parler à ces cerveaux-là, tu peux emmener les gens à transformer complètement ce qu'ils vivent. Un exemple, j'étais avec des parents, puis l'enfant est en train de jouer, puis il se cogne le front, mais d'aplomb, comme on dit en bon québécois, là, il s'est vraiment pété le front sur le coin du bureau. Puis là, tout de suite, je suis arrivé en avant de lui, puis j'ai juste raconté des métaphores pour expliquer à son cerveau d'envoyer tous les soldats pour venir transformer ce qui était là. On voyait la prune qui devenait aussi grosse qu'une balle de golf coupée en deux. Et en moins de 30 secondes, tout est rentré dans l'ordre, la bosse a disparu, puis il n'y avait plus rien, là, tu sais. Wow. La force du cerveau est là, là. Quel bel exemple. Je pensais à ça encore cette semaine. Et donc, on a notre médecine un peu pure et dure. On a toutes les médecines alternatives, parallèles ou intégratives autour de ça. Et je regarde actuellement, on a commencé à mettre ce que j'appelle le terme guérison dans les mains de tous ces médecines-là. Moi-même, je suis acupuncteur, je suis ostéopathe, je suis tout ça, là. Mais je dis que, puis ton exemple est frappant, j'aime ça, parce que à un moment donné, l'enfant lui-même, si on l'emmène simplement à chaque fois qu'il tombe chez un ostéopathe, à chaque fois qu'il reçoit un coup dur quelque part, qu'il s'est frappé, ou qu'il y a un petit rhume, on l'amène voir X, Y, Z, bien, à un moment donné, l'enfant a carrément, puis on est en train de lui dire qu'il a besoin toujours de quelque chose à l'extérieur. Il ne fait plus confiance au médecin intérieur qui l'habite. Et ça, c'est tellement important que notre société recommence à prendre conscience de leur pouvoir d'auto-guérison. Et c'est pas à propos d'une pensée magique, là. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non. C'est du positivisme au point que la pensée, lorsqu'elle est bien dirigée, bien intentionnée et consciente aussi, fait des miracles. Ça devient de la magie, effectivement. C'est ça, mais la pensée, elle est omnipuissante si on sait un jour à quel point il faut en être conscient, c'est juste le dire comme ça, puis sans vibrer de cette pensée qui nous habite. C'est pour ça que c'est important de s'apprendre, d'apprendre qui on est à l'intérieur de nous. Et qui on est immortel aussi. Si on peut pas toucher à ces cordes-là, puis l'importance et la grandeur qui nous habite, eh bien, on va passer à côté, puis on va toujours remettre son pouvoir à l'extérieur de nous. C'est ce que j'étais pour dire. Ce que j'explique, moi, tout le temps, c'est cesser de remettre votre force à quelque chose qui est à l'extérieur de vous, parce qu'en fait, elle est en vous. Tout à fait. Si on fait juste regarder l'effet placebo, ça le démontre très bien, là. Il y a plein de cas, quand j'ai suivi ma formation en neurosciences appliquées, il y a plein de cas qui sont expliqués là-dedans, que l'effet placebo, dans bien des cas, est plus puissant que le médicament lui-même, là. Coudon, ça va vous prendre. Il va falloir que vous faites, à un moment donné, quand ça sera permis, une des belles conférences de groupe comme ça devant tout le monde, parce que vous avez de l'air à être résonnants tous les deux. Ben, moi, quand je l'ai vu parler à Denis Lévesque, j'étais déjà dans toutes ces affaires-là, mais ça a résonné tellement, fait que j'ai acheté son livre, puis c'est là que j'ai appris l'expérience de Dr. Helen Langer, qui n'est pas n'importe qui, là. Ouais. Qui est venu prouver que la force est en nous et pas à l'extérieur de nous. Oui, ben ça, c'est clair. Ça fait partie de ce que j'appelle l'égrégore. J'ai posé la question, quand je fais des conférences devant des groupes, là, j'arrive, je dis, bon, la question qui tue, est-ce que le processus est-ce que vieillir serait
une programmation ou c'est une réalité? Wow! Que vieillir, c'est un choix que vous avez. Ah, là, les gens disent, il n'y a personne qui veut vieillir. Ben, vous agissez exactement comme si tous vous vouliez vieillir. Et son exemple avait été intéressant parce que, juste pour, je sais pas si on a le temps d'en parler pour 2 minutes, là. Oui, parce que ce qu'on peut faire, on peut aller à la pause, puis en parler tout de suite après. On peut commencer avec ça, mais je vais avoir une question aussi à vous poser. Je vais vous la poser tout de suite, vous me répondrez si... Je peux-tu faire une parenthèse avant? Rapido presto. Plus tu vis inconsciemment, plus tu vieillis. Ouais. Ben, c'est les programmations, parce que le cerveau accepte n'importe quelle programmation, puis une programmation, c'est tellement facile à faire. Je veux savoir aussi, vous réfléchirez si vous voulez me répondre ou non, parce que je l'ai eu en commentaire, ce commentaire-là, sous le post de la page Facebook de Zone Parallèle. Il y a quelqu'un qui dit « J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le Collège des médecins pour avoir écrit de tels bouquins ou avoir cette mentalité-là en tant que médecin. » OK, c'est bon. Ben, j'aime la question. Parfait. Je vous reviens. On vous revient tout de suite après la pause, alors restez là. Petit rappel pour ceux qui ont des questions au Dr Brouillard, c'est que vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou sur la page Facebook sous le poster de l'émission qu'on voit en ce moment. Je vois déjà qu'on a plusieurs questions ou commentaires. Fait que lâchez-vous là, ceux qui ont des questions à Dr Brouillard, faites-le. Texto, tout est là. Et on a des salutations aussi à partir de toutes tous les auditeurs. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous écouter. Je suis très contente. Et en fait, la question que je vous ai posée, Dr Brouillard, tantôt, à propos du Collège des médecins, ça en dit quoi? Ben, c'est sûr que je sors des sentiers battus. Faut bien regarder que la plupart des institutions, on peut regarder même les grands gens comme Einstein, comme Planck, Heisenberg, qui ont eu des prix Nobel, mais ils étaient regardés à l'époque comme un peu illuminés, parce que il faut défaire certains dogmes dans lesquels on avance très lentement. Et lorsqu'on arrive tout à coup avec quelque chose qui est carrément nouveau, eh bien, c'est tout à fait normal de se poser des questions. Et je dirais que le Collège des médecins, un peu leur rôle, c'est d'une protection contre le public. Et d'ailleurs, vous dites aussi, tout ce que vous entendez n'est pas nécessairement la vérité, là, avec un grand V. C'est à vous aussi de vous faire un peu une idée à travers ça. Mais mes livres, j'ai été les chercher avec le plus de références et de notes scientifiques. 325 en moyenne, 325 citations à chaque fois que j'avançais quelque chose. Et j'avoue que c'était difficile pour moi à cause d'avoir cette notion du médecin, mais du médecin scientifique aussi, qui apporte des choses qui sont totalement nouvelles d'une certaine façon. Fait que même si c'est dans la population en général, on pense, on dit ça, pour moi, il fallait que je valide ça au niveau scientifique. Parce que le Collège des médecins sont là aussi à l'affût, Ils voient à quel point l'Internet essaye d'apporter, c'est le Dr Robert qui disait à quel point l'Internet apporte des solutions miracles où certains sites douteux encouragent le rêve, la sécurité, l'espoir de guérison. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et je pense pas que ce qu'on apporte après-midi, c'est dans cette ligne-là. Non, du tout. La chose aussi, c'est que c'est comme dans n'importe quoi, la science est en train de changer. La science est en train de s'ouvrir actuellement. Il y a des nouvelles personnes dans toutes ces organisations, ces organismes qui sont susceptibles de voir un peu avec des œillères beaucoup plus grandes maintenant. Et je pense que le Collège des médecins est rendu là aussi pour accepter des choses qui sont sans danger et des choses qu'on appelle, ce que j'appellerais la science. C'est sûr que lorsque j'ai sorti ça il y a 20 ans, même dans ma pratique, je pratiquais déjà comme ça. J'ai toujours pratiqué comme ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, ne serait-ce que la méditation, l'hypnose, l'acupuncture. Quand j'ai commencé il y a 35 ans, là, j'avoue que le collège me regardait avec des yeux un peu « Ouais, c'est quoi cette affaire-là? C'est rien de prouvé là-dedans. » Tu sais, mais l'acupuncture existe depuis des milliers d'années.
L'être humain s'en est servi, puis on s'en sert encore aujourd'hui. Ben, justement. Donc, je pense qu'il faut garder cet espoir que les choses sont là pour changer aussi. J'avoue que des fois, c'est pas toujours facile. Donc, il faut avoir cette notion d'équilibre entre ce qu'on avance et les dangers, possibilités aussi de ça. Donc, c'est pas de faire croire n'importe quoi aux gens non plus. Non. À mon avis, ces 3 livres-là, le Collège des médecins les ont et ils les ont pas mis à, si on veut, à la censure. Donc, c'est un bon signe, à mon avis. Puis, on arrive dans une période où la prévention va être tellement, tellement importante. C'est plus vrai qu'on va dépenser 45 milliards par année de pilules. À un moment donné, ça augmente de 5 à 7 par année. Puis ça, quand on prend des pilules, c'est pour souvent, malheureusement, pour le restant des jours aussi. On fait qu'on voit à quelque part qu'il faut penser à des solutions qui sont beaucoup plus simples, qui vont être moins onéreuses que d'arriver toujours avec un mode thérapeutique qui est uniquement pharmaceutique. Il faut dépasser ça. J'ai été à l'urgence pendant des années. Fait que le pharmaceutique, c'est sûr, je m'en suis servi. Là. Pour moi, j'applique ce qui est le mieux pour la personne au niveau des effets secondaires. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple à apporter pour que tout le monde, finalement, que la personne puisse s'en sortir facilement aussi sans les effets. En fait, votre discipline médecine, c'est une médecine générale, en gros? Oui, bien, je ne fais plus de médecine, 42 ans. J'ai plus le temps de faire autant de médecine. En passant à l'école de médecine que je faisais, la plupart de mes patients, c'est des gens qui arrivaient avec des dossiers d'1 pouce, 2 pouces d'épais, qui avaient consulté à gauche et à droite, un peu partout, et qui me demandaient qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour eux. Eh bien, j'avais pas le choix de sortir du Québec, moi, pour aller chercher des techniques ailleurs qui permettraient justement à ces gens-là d'avoir des solutions à leurs problèmes de douleurs chroniques, par exemple. Et j'allais quand même toujours dans des formations ultra avancées, là, que ce soit aux États-Unis, à Harvard, Yale, Georgetown, ou des fois en Europe aussi, en Allemagne ou en Italie. J'allais voir des médecins qui étaient hautement avancés dans des choses qu'on connaissait pas ici. Et moi, mon rôle, c'était de les apporter aussi ici. Donc, ça a été des fois pas toujours facile, mais j'étais là pour le bien-être de mon patient. Donc, je me devais, à un moment donné, aller chercher qu'est-ce qui arrivait ailleurs. Je me souviens, par exemple, le microbiote, moi, j'en parlais il y a 15 ans à peu près, au moins. Puis les premières fois que j'ai commencé à traiter en changeant un peu toute l'importance du microbiote intestinal, ben, on me regardait un peu de travers, là. Tu sais, c'était quoi cette affaire-là? Voyons, comme si l'intestin avait des rapports à jouer sur la dépression ou sur l'inflammation de telle maladie. Eh bien, oui, on est rendu aujourd'hui, là, ça prend du temps, là, mais aujourd'hui, la science nous dit oui, c'est généralisé aujourd'hui. Fait que c'est une question de temps. Puis je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Fallait que ça sorte à l'émission Découverte pour le microbiote avant que ça commence à être accepté un peu plus. C'est vrai. L'émission avec Charles Serre, justement, les gens n'en croient pas tant que c'est pas dit par un médecin. Je suis bien contente, tabarouette, de vous avoir. Ça vous tente pas d'avoir un petit cabinet dans mon coin, il me semble que j'irais vous consulter, juste pour jaser. C'est le commentaire qui revient pas mal du côté Facebook. Là. Les gens aimeraient bien ça vous avoir comme médecin de famille. Oui, c'est clair. Puis tu prends aussi le livre Un cerveau à 100%. Je ne fais plus de médecine. Je ne fais que quelques jours par mois et je n'ai gardé qu'une clientèle que je connaissais et qui avait besoin de soins particuliers dans la douleur, donc dans les douleurs chroniques actuellement. Okay. Comme les gens qui font de l'arthrose, de l'arthrite ou des choses comme ça? Oui, c'est ça. Ou comment s'appelle donc l'autre, là? Toutes sortes de douleurs, des douleurs névralgiques, des douleurs articulaires ou autres, là, oui. Mais mon but, après autant d'années, c'est d'aider les gens dans la compréhension. On a parlé de conscience au départ. Et je pense que c'est ça mon rôle, c'est d'éveiller la conscience des gens dans leur capacité de s'auto-guérir aussi. Oui. Ça va être... C'est pas juste à travers la pensée. C'est quand on lit les livres, là, des gens m'ont dit hey, ma vie a carrément pris un autre bord. Vous avez changé ma vie du tout au tout. Je suis c'est comme si la personne venait d'avoir une nouvelle naissance parce que toutes ces douleurs qu'elle vivait, à un moment donné, sont disparues. Mais pour ça, il faut les appliquer. Lire des livres, c'est pas assez. Moi, je dis, il faut lire un livre, là, puis le livre, même La santé repensée, qui est écrit en 2015, pour plus de 50 000 livres se sont vendus cette année-là. Eh bien,
il faut prendre le livre, là, quand on a lu 5 pages, on le met de côté, puis on se dit, qu'est-ce que j'ai compris dans ça? C'est pas de passer à travers d'un bout à l'autre qui fait qu'on va avoir changé. Il faut appliquer les choses que l'on sait et les choses qui sont dites dans ces livres-là. Je te dirais que même moi, je relis mon livre parce que c'est pas vrai qu'on applique constamment toutes ces belles choses que l'on dit. Il faut à un moment donné avoir l'humilité de te dire, oups là, OK, on tourne les coins ronds à ce niveau-là. J'ai besoin de me remettre là-dedans aussi, constamment. On a des habitudes et souvent nos habitudes sont difficiles à déloger. Mais plus on comprend le pourquoi qu'on change à un moment donné, le changement, c'est une transformation. Hein? On peut pas balayer tout ce qu'on est puis remettre une nouvelle affaire. Tu sais, c'est pas changer le pape pour changer le pape pour le Bouddha. Ce qu'il faut faire, c'est que qu'est-ce qu'on a compris de telle religion et cette essence en arrière de ça et comment la transformer pour que nous aussi, finalement, on se transforme. Donc, notre passé, on en est redevable, on fait partie de ça. Et comment, à partir de tout ce qu'on a, on peut retransformer, remettre quelque chose de nouveau dans ça. Le papillon, c'est pas un nouveau papillon qui arrive tout d'un coup. C'est la larve qui, à un moment donné, s'est métamorphosée, s'est transformée dans un beau papillon. Mais c'est un peu pareil dans tout ce qu'on vit actuellement. C'est très important de comprendre notre passé et remettre une conscience à un niveau supérieur à chaque fois dans tout ce qu'on avance. Vous avez traité aussi dans votre livre des pensées qui convergent, dont la télépathie. Oui. Et ça c'est ces petits bouts-là, là, moi, ça m'a comme... c'est quasiment jouissif, vous lire, c'est pas compliqué. Calme-toi, Karen. Ben ouais, mais c'est vrai. Alors, parle pas, toi, t'étais à genoux quasiment tantôt, en train de faire des prières, comme quoi que... Tu sais, on apprécie vraiment ce que vous dites parce que ça confirme rien que juste depuis le début, tout ce qu'on pense, tout comment est-ce qu'on doit vivre, puis de ce dont comment on parle. Puis depuis tantôt, c'est comme ça. Fait qu'on a le sourire d'en face. Vous avez même pas idée de nous voir la face. Comment est-ce qu'on est? Donc, l'important, ce que tu viens de dire aussi, là, au niveau de la pensée, essayez juste de penser que sans penser, il n'y a absolument rien qui existerait. Aïe, aïe. Sans penseur, rien de ce qu'on voit n'existerait. Et des grands êtres comme Planck, Heisenberg, qui ont été des modèles puis des prix Nobel de physique quantique. Les autres ont dit, en arrière de tout ça, puis Einstein a dit à peu près la même chose, en arrière de tout ce que l'on voit, de cette immensité même au niveau des galaxies, des planètes, en arrière de ça, il fallait avoir un grand penseur. Mais nous ne sommes pas juste des penseurs, nous sommes des créateurs. Donc, la pensée, elle est toujours créative. Si vous voulez faire un meuble, la première chose que vous allez faire, vous allez commencer à penser à faire un meuble, commencer à penser quelles seront les dimensions. Vous allez la mettre éventuellement sur faire un croquis des dimensions, etc. Et un jour, vous allez prendre le marteau, puis la scie, puis la faire. Mais tout ça est parti d'une pensée que vous avez eue. Rien n'existe sans la pensée actuellement. Vous avez fait un test avec une de vos patientes pour ce qui est ça, c'est dans la série justement de télépathie. Vous étiez, oui. J'aimerais ça que vous le racontiez un peu parce que vous mettiez vos doigts à un endroit et la personne avait les yeux fermés, j'imagine, et visualisait exactement ce à quoi vous. Je vais vous laisser le dire, tiens. Oui, d'accord. C'est ça, dans la formation, à un moment donné, j'ai été amené à voir toutes sortes de thérapies, hein, donc la thérapie de l'ostéopathie. Pour moi, l'ostéopathie, c'était tellement merveilleux parce que, en termes de médecin, en général, on n'a pas un sens très développé de ce que j'appellerais le toucher. Et quand j'ai fait mes formations en ostéopathie, j'ai appris à palper des choses que je pensais vraiment pas être capable de toucher à un moment donné. Je me souviens de mes confrères qui m'envoient un de ses patients pour faire de l'acupuncture. À un moment donné, j'ai dit, j'ai trouvé qu'il y a des petites vagues ganglionnaires dans son ventre qui sont pas normales. Et même jusque dans une aide, dans l'aine gauche aussi, j'ai dit, peux-tu évaluer? Puis là, je pose une question, c'est peut-être un lymphome qui commence. Et là, mon confrère, mon chum, il dit, wow, il dit, comment t'as fait? Il dit, moi, j'ai jamais senti ça, là. Fait que là, il a fait tout un bilan, puis effectivement, ça s'est prouvé comme ça. Mais c'est parce qu'on apprend à un moment donné à définir, à devenir un peu plus sensible dans notre toucher aussi. Donc, tout ça
ça, c'est excessivement important. Le médecin, à mon avis, là, c'est pas celui qui va continuer à prescrire l'autre côté de son bureau. Il va falloir qu'il sorte de son bureau puis qu'il touche à la personne. Entrer en relation avec une personne, ça devient très intime aussi. C'est là l'importance de toucher. Combien de fois des patients même m'ont dit, il y a une patiente qui est arrivée dans mon bureau, elle venait pour des douleurs un peu partout, puis on a passé presque 45 minutes, 1 heure ensemble. À un moment donné, donc, elle quitte. Je l'avais rassurée à bien des niveaux. Elle quitte, puis là, tout à coup, la porte se rouvre. Elle dit, docteur, je peux-tu vous dire un mot? Puis là, je voyais qu'elle avait des larmes dans les yeux. Puis je dis, ben oui, qu'est-ce qui arrive? Je pensais peut-être que j'avais fait quelque chose qu'il fallait pas, là, tu sais. Elle dit, docteur, elle dit, j'ai 55 ans, là. Elle dit, c'est la première fois qu'on me touche puis qu'on m'examine pour les différents problèmes que je vous ai énumérés. Elle dit, ça l'a tellement touché. Je dis, voyons, c'est comme normal, d'une certaine façon, d'examiner un patient, un mal de dos, un mal de ventre, quoi que ce soit. C'est pas juste en passant, en allant faire des résonances magnétiques à gauche puis à droite qui vont coûter des fortunes, bien souvent, et on va traiter une radiographie parce qu'on a le rapport d'une radiographie. On traite pas des tests, on traite des patients qui ont un problème. C'est très, très différent, ça. Donc, c'est important d'avoir cette proximité-là avec notre patient. Et je pense pas que la médecine de demain va devenir meilleure si on ne fait que des genres de radiographie, prise de sang, sans à un moment donné dire je veux écouter pourquoi tu fais une dépression. Tout à l'heure, on parlait de dépression et on s'est aperçu que même le microbiote, vous avez noté tout à l'heure les neuropeptides, les neurotransmetteurs sont très importants. Mm-hmm. Les dépressions, des fois, juste à cause de ça. Des fois, c'est pas toujours une situation très problématique dans notre environnement ou dans notre psychologie. Ça fait que des individus sont plus capables de penser positivement. Ils filent déprimés parce qu'ils n'ont plus de neurotransmetteurs. On sait que les neurotransmetteurs sont à 70-65% fabriqués aussi dans notre intestin. Donc, le microbiote intestinal est excessivement important. Donc, on peut traiter une dépression en traitant l'abdomen. C'est dit, wow, on n'est pas habitué à comprendre ça. Mais l'être humain, c'est un être, un peu comme on l'a défini au départ, c'est un être multidimensionnel puis interrelié dans toutes ses fonctions. Donc, vous êtes familier avec la maladie de Crohn? Ben oui. Et oui, ça se guérit des maladies de Crohn. Ben oui, j'ai fait un petit peu de recherche de ce côté-là. Il y a même la greffe de flore intestinale qui peut aider les gens qui souffrent de cette maladie-là. Tout à fait. En Europe, c'est des choses qu'on fait déjà depuis un petit bout de temps. Effectivement. Donc, c'est très important de mettre l'individu dans sa globalité tout le temps. Puis je dis des fois à mes patients, je dis, au fond, vous êtes des bons docteurs pour vous-même parce que quand je vous regarde travailler avec vos plantes, là, vous savez quoi faire. Quand la plante commence à flétrir, puis que la feuille commence à jaunir, est-ce que vous allez commencer à peinturer les feuilles en vert pour que... C'est un bon exemple, très bon exemple, ça. J'adore. J'ai l'impression qu'on traite un peu vous avez mal à la tête, on vous donne un antidouleur. Vous faites une dépression, on vous donne un antidépresseur. Vous faites un peu trop d'acide, on vous donne un antiacide. Vous faites une inflammation, on vous donne un anti-inflammatoire. On est dans un monde où on traite les effets et non pas les causes. C'est en plein ça. Donc, il faut retourner à la cause parce que vous êtes tous des bons médecins d'une certaine façon parce que pour vos plantes, vous allez commencer à regarder elle n'est pas au soleil, ben ma plante, là, c'est l'hiver, puis elle manque de lumière. Faut que je donne plus de lumière. Elle manque d'oxygène aussi. Là où elle est, là, il n'y a pas une belle circulation d'air. Elle manque d'eau. Sa terre est complètement asséchée. Sur les tiges, je vois des petits pucerons qui grimpent. Peut-être donc elle fait une infection. Donc, vous allez commencer à travailler dans le sol même. La terre, c'est excessivement important. Fait que pour moi, je me dis, puis c'est un peu ça la médecine. Vous avez le sol, la terre, c'est tout notre mode de vie. Nos pensées, notre alimentation, la façon dont on a des relations entre nous, la façon dont on boit, qu'est-ce qu'on mange, la façon dont on vit au niveau du sommeil aussi, est-ce qu'on dort suffisamment, etc. Et c'est ce que j'appelle avoir un terreau favorable. Et tout ça va monter dans le tronc qu'on appelle les différents systèmes.
ce soit les différents systèmes comme cardiaque ou autres, la circulation, etc. Et les feuilles, c'est les différentes branches de la médecine qu'on connaît actuellement. Chaque feuille, si vraiment il y a un problème néphrologique, on va aller voir le néphrologue, le pneumologique, on va aller voir le pneumologue, le psychiatre, s'il le faut, etc. Donc, mais on ne traite pas d'emblée par suite par voir ces grandes spécialités-là. Il faut aller voir dans le sol véritablement qu'est-ce qui se passe dans notre univers dans lequel on vit actuellement. Donc, tout notre système de pensée, de croyance, d'alimentation, tout ça fait partie de nous. Et c'est là qu'il faut commencer à corriger les choses simples que l'on peut faire dans la vie. Cleveland Clinic a fait des belles recherches il y a à peu près 7-8 ans de ça. Le Cleveland Clinic nous a dit qu'on pourrait sauver aux États-Unis 900 milliards si on faisait un mode de vie sain. Donc, si on allait travailler un peu, comme vous venez de dire, travailler sur les causes et non pas sur les effets. Imaginez, on pourrait sauver 900 milliards, mais au prix, on pourrait aussi sauver 60% de toutes les maladies qu'on a actuellement, selon eux, origine de notre environnement malade. Mais c'est là la pilule miracle, là, c'est l'environnement qu'il faut commencer à changer et prendre conscience qu'on on a autant de maladies à cause que notre environnement, on ne le soigne pas comme il faut. Ça me fait penser, on parle de la maladie d'Alzheimer actuellement. Ouais. Puis c'est une maladie, des fois j'en parle à des patients, elle dit oui, mais c'est une maladie de vieux, ça. Elle dit, aujourd'hui, on vit plus vieux, c'est normal qu'on ait plus d'Alzheimer. J'ai dit non, c'est pas à propos de ça. L'Alzheimer, c'est pas une maladie de vieux. Si je te disais qu'actuellement, on a des gens de 55 ans, 60 ans qui souffrent d'Alzheimer, et je regardais des prévisions, des statistiques qui nous disent que dans 10 ans d'ici, si on continue comme ça, 10% de la population va souffrir d'Alzheimer, et ça dès l'âge de 50-60 ans. C'est plus une maladie de vieux, c'est un environnement qui est vraiment, à mon avis, à refaire et à repenser, qui va faire qu'on va éviter cette dégénérescence qui s'appelle Alzheimer ou une dégénérescence sénile, mais elle ne sera pas sénile tout à l'heure, là. On est en train de plus en plus d'avoir des maladies neurologiques jeunes. Donc, c'est important, c'est important. Ça, c'est la science qui nous dit ça, là. C'est pas une affaire que je parce qu'on sort de moins en moins de notre cerveau ces derniers temps. C'est là qu'on devrait adopter votre technique stop, que j'ai bien aimé aussi, la technique stop. Ça, c'est vraiment un arrêt sur soi-même, de saisir le temps pour observer ses pensées. C'est carrément ça. En ésotérisme, la contemplation est quelque chose de nécessaire pour être capable de comprendre dans l'environnement dans lequel on vit et quelle réalité à laquelle on goûte. Oui, il faut prendre le temps de s'asseoir. Et la technique du stop, j'aime aussi parce que même moi, je la fais de temps en temps parce que mes pensées là, sont très discursives à un moment donné. Hein? On pense par association, on pense à peu près 40 000 pensées par jour. C'est la moyenne des gens, ça, 40 000 par jour. C'est sûr que méditer 2 fois par jour, pour moi, c'est excessivement important parce que je peux enfin ralentir les pensées qui nous assaillent, veut pas. Puis malheureusement, les pensées, ceux qui nous agressent le plus et ceux que l'on pense le plus souvent, c'est ceux qui sont pas le fun. C'est les pensées qui sont des pensées de peur, etc., etc. Donc, les mauvaises pensées, on en est plus imbu que de nos belles pensées positives. Fait que si on avait au moins cette chance-là de penser toujours les belles choses, on serait tellement plus en santé. Mais c'est pas comme ça que la nature humaine agit actuellement. Là, il va falloir qu'on fasse une dernière courte pause. Imaginez, il reste même pas une demi-heure à l'émission déjà. Il me semble que j'allais durer pendant 2 heures encore, tellement c'est bon. Mais je veux dire aussi, c'est qu'on va faire tirer un collier de Mathieu Tapin qui fabrique un métier style les Premières Nations, très joli collier de, je sais pas quelle sorte de un cerf. Oui, il y a un cerf la dessus. photo est déjà en commentaire. Bon. Voyons, un genre de cerf ou un petit chevreuil que j'avais trouvé, puis que je me suis dit que j'allais monter ça. Ça, je veux le faire tirer parmi tous ceux qui écoutent l'émission, qui commentent et qui va commenter sous la photo du collier, qui disent « Moi, je le veux. Moi. Faites juste dire « Moi. » Nous, on va prendre vos noms en note, puis on va faire un tirage d'ici une demi-heure. Et après,
la pause, j'aimerais ça qu'on parle aussi de faits, d'histoires, comme votre fils de 5 ans qui voyait quelque chose sur les palmes du ventilateur. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, pas à peu près. Fait que on va rester là, on va revenir tout de suite après la pause. On est de retour en studio avec Dr Gaëtan Brouillard. Tantôt, avant la pause, je disais que ceux qui veulent gagner le collier, vous n'avez qu'à aller mettre votre nom sous le commentaire, la photo du collier, en disant « moi ». C'est tout. Vous allez automatiquement faire partie de la liste. Et je veux faire aussi une courte pause pour la météo d'aujourd'hui. Je veux juste arranger mon affaire comme du monde. Présentement, il fait 1 degré en ce moment avec passage nuageux et de la neige, mais ça va changer en possible averse, soit de pluie ou de neige, mais de la pluie verglaçante. Et il fera pas beau jusqu'à demain, disons, là. Mais étant donné qu'il fait 1 degré, on risque d'avoir ça en pluie un peu plus, mais pluie verglaçante plus en soirée. Demain, la neige aussi. Et pour le reste de la semaine, ça ira pas avant peut-être jeudi ou vendredi avant qu'on voit la couleur du soleil dans le ciel. Ça va être pas une très belle... mais au moins, on n'est pas dans les tempêtes comme dans l'an dernier, parce qu'on en avait déjà par-dessus la tête de pelleter. Et voilà. Alors, docteur Brouillard... Oui, bonjour Carole. On a parlé tantôt avant la pause de votre fils de 5 ans qui a vu quelque chose quand il avait 5 ans. Oui. Au-dessus des pales de son ventilateur. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça m'a fait penser à des gnomes ou des petites... Oui, tout à fait. Je pense que c'était dans le même style. On pourrait appeler ça des gnomes, effectivement, qui venaient Ben, c'est ça. À un moment donné, mon fils a comme 4-5 ans. Et puis, quand je vais le border puis raconter sa petite histoire, eh bien, il y avait... Juste avant, il rentrait dans sa pièce puis poussait tous les meubles collés sur les murs quand il était capable le plus possible. S'il voyait qu'il y en avait un qui avait de l'espace, il disait « pousse ça complètement sur le mur. » là. Puis là, à un moment donné, je raconte une histoire, puis là, je le vois avoir le fixe sur la pale du ventilateur qui est juste au-dessus, qui est arrêté. On est l'hiver, puis il regarde juste ça en haut. Et là, je dis « Philippe, ça va? » Je voyais bien qu'il était comme intrigué. Il dit oui, ça va, mais il dit qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? J'ai dit quoi ça? Ben il dit, tu le vois pas, lui là? Il nous regarde. Il dit, arrête pas de nous regarder depuis tout à l'heure. Fait que là, j'ai dit, qui ça qui te regarde? J'ai dit, il dit, je sais pas, lui là, il dit, il vient me voir des fois, là, puis il est là, puis il a le sourire, il me regarde en souriant. Fait que j'ai dit, est-ce qu'il est gros? Il dit, non, il est il monte à peu près comme un pied de grandeur, puis il est assis sur la palme du ventilateur. J'ai dit, est-ce qu'il a l'air effrayant? Non, il dit, c'est juste que j'aime pas bien ça, il me regarde, là, puis, mais il dit, il a le sourire. Fait que là, j'ai dit, aïe, ok. Fait que lui, il voit des choses que je vois pas ou que je vois plus. Fait que là, j'ai dit, tu sais, Philippe, j'ai dit, c'est probablement un petit ami, ça, qui vient te voir parce que tu l'intrigues pas mal, lui. Toi, tu es un être physique et lui, il n'a pas la même chose que toi. Il n'est pas équipé comme toi. Puis il vient te voir parce que tu l'intrigues beaucoup. Fait qu'il est content de te voir, vois-tu? Il dit, il a l'air content. Il dit, oui, il a l'air heureux. Fait que j'ai dit, c'est parce que tu es vraiment un ami pour lui. Et probablement parce que tu as un cœur bien pur aussi qui vient te voir, parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir ça, ces petits êtres-là, des fois. Justement. C'est comme des anges, mais probablement, lui, c'est une sorte d'ange un peu spécial. Fait que là, finalement, j'ai dit, est-tu encore là? Il dit, non, il vient de disparaître. Il dit, il n'est plus là. Comme le monde des fées, dans le fond. Mais c'est vrai qu'avant l'âge scolaire, parce que les enfants sont tellement... ils ont le cerveau encrassé de tout ce qu'on apprend. Donc, ils sont plus à l'écoute. Ils voient vraiment des choses que... Ça ou les personnes en fin de vie qui voient des êtres au pied de leur lit. Parce que ça aussi, j'en ai vu des trucs comme ça dans votre livre où, mettons, même Steve Jobs qui disait...
oh wow. Tout ce qu'il disait, c'est wow. Ça, là, ça a fait, je sais pas, on sait pas ce qu'il a vu parce qu'il n'a pas eu le temps de le dire, mais il voyait quelque chose dans sa chambre. Je l'avais jamais vu. Justement. C'était pas l'iPhone numéro 22 non plus. Ben, en fait, c'est ça, en gros, les personnes en fin de vie voient des affaires dans l'au-delà qui sont dans l'autre dimension, comme les enfants le voient. Donc, c'est comme, mon Dieu, c'est comme pour le reste. Hein. On grandit les premières années avec une couche, puis on finit avec une couche aussi, là, mais c'est comme si tout revient. On voit des choses quand on est jeune. Il y a comme un voile sous notre esprit qui nous empêche de voir. Pour quelqu'un qui n'est pas ouvert à ça, c'est sûr qu'il ne verra jamais rien, là, ou presque. En tout cas, je souhaite que ces gens-là voient. Parce que moi, ça m'arrive de voir des trucs assez inusités du genre de votre fils, mais sauf que j'ai plus 5 ans, là. Puis je suis pas en fin de vie, donc il y en a pour certaines personnes qui sont capables, ils ont cette capacité-là de voir ça. Ouais. Mais en même temps, dans d'autres cas de personnes âgées, vous avez parlé aussi, mis à part Steve Jobs, c'est qui? Non, c'est une grand-mère, je pense, ou votre grand-mère ou votre mère avant de partir. Mon père aussi, puis mon beau-père aussi. Oui. Oui, moi je pense que on a cette capacité de voir ce que j'appellerais dans l'invisible lorsqu'on est très jeune. Je suis convaincu que l'enfant voit des choses autour de nous ou des couleurs autour de nous que normalement, en vieillissant, il ne verra plus. Ou même des petits êtres comme ça aussi. Et que graduellement, des fois, il s'amuse, puis c'est comme s'il parle avec quelqu'un, l'enfant, quand il est très jeune, alors qu'il n'y a personne dans sa couchette, là. Il n'y a rien, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui l'amuse aussi, tu sais. Et puis, effectivement, dans l'autre portion de notre vie, là, où on commence à délaisser le corps, eh bien, ces choses-là recommencent aussi. Pour la bonne raison, c'est que, premièrement, quand on est jeune, on nous dit c'est quoi la vie, c'est quoi le matériel, c'est quoi on pense, c'est comment un adulte voit, pense, etc. Et l'enfant va se modeler à ça. Tôt ou tard, il va couper ça de sa possibilité qu'il avait auparavant. Donc, il va perdre cette capacité-là. Donc, on devient finalement des adultes, des enfants plus matures, si on veut, des ados, des adultes, et on s'est carrément coupé de toute cette qualité vibratoire, si on veut, qui nous entoure. Et à un moment donné, on finit par la retrouver lorsqu'on commence à quitter graduellement le corps. Hein? Souvent, les gens en fin de vie, ils sont comme un peu à cheval, un peu entre les deux. Dans leur corps, ils sont là, puis tout à coup, ils perdent un peu conscience, ils sont ailleurs. Il y a une partie d'eux qui décroche et ils commencent à voir d'autres choses, finalement. Donc, c'est pas parce qu'on voit d'autres choses dans des fréquences différentes que ces choses-là n'existent pas. Il faut bien comprendre que l'être humain, il est très limité par ses sens. On n'entend pas beaucoup de choses, on voit pas beaucoup non plus. Notre fréquence dans la bande, si on veut, de rayonnement est très, très limitée. Hein. C'est une petite pointe que l'on voit. Dans l'audition, c'est pareil. Donc, tout ça fait en sorte que parce qu'on n'entend plus, parce qu'on voit plus, parce qu'on touche pas, on sent pas, ben c'est que ça n'existe pas. Ben non, ça a déjà existé. C'est juste que notre mécanisme, si on veut, pour détecter ces choses-là n'est pas au point, n'est pas à la qualité que ça devrait être, n'a pas cette technique, si on veut, aussi à développer. Juste à penser aux chiens. On dit que les chiens développent une affinité au niveau de la senteur 10 000 fois plus grande. Ils sont capables de détecter un morceau de drogue là, dans une valise qui est bien loin, tu sais. Tu peux t'imaginer? Oui, mais comment? On croit pas ça. Ben non, on réalise que à chaque fois qu'on dresse le chien de cette façon-là, eh bien, le chien va le trouver. Mais pour moi, quelque chose qu'on peut répéter de façon constante et qui arrive toujours au même résultat, c'est une preuve scientifique. On n'a pas besoin d'avoir des effets, un groupe témoin qui est un groupe placebo, un autre groupe, etc., des chiens qu'on va entraîner, des chiens qu'on va pas entraîner, etc. Mais non, le chien, il l'a. Et c'est la même chose au niveau de l'audition. Hein. Un chien peut entendre des fréquences au-delà de notre seuil d'audition. Donc, ces choses-là existent. C'est pas parce qu'on les voit pas que ça n'existe pas. Ça fait combien d'années qu'au Japon, ils se servent des chiens pour détecter les tremblements de terre? Parce que c'est des zones où le côté sismique est très élevé dans ce secteur-là. Puis ça fait longtemps que c'est déjà utilisé, mais
Mais il y a aussi un truc qui, je trouve important. Oui. Là, je trouve ça tellement important ce que tu viens de dire. Tu sais que la meilleure façon pour détecter des cancers actuellement, c'est les animaux. Encore avec les animaux dont le chien serait capable de détecter un cancer du sein exact. Quasi à l'avance que nos champs magnétiques, là, les résonances magnétiques n'auront pas été capables de déceler encore. Il y a une senteur de cancer qui est capable de détecter. Imagine. Donc, les animaux sont là aussi pour nous aider. On pourrait s'en servir et ça coûte pas cher. C'est principalement leur job et vont toujours le faire jusqu'à en perdre leur vie. Ça a toujours été leur raison d'être de nous venir en aide à nous-mêmes. Puis ils font pas juste le sentir, ils le perçoivent parce qu'ils perçoivent les énergies, les animaux. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose, justement, que vous avez écrit, une note que j'ai soulignée, là, ça c'est sûr, il fallait que je vous le fasse dire par vous-même. Il y a une nette différence entre les hallucinations médicamenteuses et les expériences de fin de vie authentiques. Oui. La différence, c'est quoi, justement? La médication fait voir quoi? En général, lorsque les gens sont en médication forte vers la fin, dans les narcotiques, en général, ce sont des choses qui sont assez tumultueuses. Ce sont des choses souvent qui font peur aussi. Ce sont des hallucinations. Les gens peuvent voir des choses sur les murs, un peu comme l'alcoolique qui est en délirium tremens à un moment donné, qui voit des bébites se promener sur les murs. Eh bien, les gens qui vivent une fin de vie, c'est pas ça qu'ils voient. En général, tous ceux que j'ai rencontrés, c'était des êtres de lumière. C'était quelque chose de beau. Il se posait des questions, par contre. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je me souviens de mon beau-père qui dit, hey, c'est quoi ça, les hommes en blanc qui sont là? Oui. Ben là, là, j'ai bien vu que, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Il y a quelque chose qui se prépare actuellement. Puis là, c'est peut-être des anges qui sont là, tu sais. Mais il m'envoie un sourire en voulant dire, hey, tu crois-tu aux anges, toi, là? Tu sais, fait que là, ça reste comme ça. Et à un moment donné, de nouveau, il voit ça comme quelques jours plus tard. Et là, moi, je sentais que sa vie, son vœu physique terrestre s'achevait. Là, son corps était pour nous laisser. Il s'en venait le chercher. C'est quoi ça? Ben oui. Il dit, regardez, ils sont revenus encore, eux autres, là. Et 1 heure après, c'était fini. T'sais, fait qu'à quelque part, c'est pas un fait scientifique, mais c'est une réalité quand même que puis lui et d'autres personnes ont vu aussi. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que c'est pas parce que la science n'a pas prouvé que ça existe, que ça n'existe pas. Ça, il faut changer ce paradigme-là. Je me souviens, moi, je prescrivais du probiotique à mes patients il y a 35 ans parce qu'il y avait dans le yogourt, il y avait des probiotiques, puis ils faisaient eux-mêmes leur yogourt. Fallait-tu que j'attende 25 ans plus tard pour dire que, tiens, la science vient de prouver que les probiotiques sont bonnes pour la santé? On ne fait qu'à découvrir ce qui a toujours été là. Pardon? On ne fait que découvrir ce qui a toujours été là. On devient juste moins aveugle avec le temps. Voilà, tout à fait. Fait que je pense on est rendu dans des situations où il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, qui sont répertoriées. C'est des milliers, si c'est pas des millions de personnes, à un moment donné, qui voient les mêmes choses, qui ressentent les mêmes choses. Ben, coudonc, on peut pas nier ça. Est-ce que la nature, on pourrait y aller, par l'absurde. Est-ce que la science a prouvé que ça n'existait pas? Absolument pas. Absolument pas. Ben, vous savez quoi? J'ai fait des tests à un moment donné. Moi, j'ai assisté à quelques reprises à des personnes en fin de vie, dont mon père, mon beau-frère, un ami très proche aussi. Mais non seulement pour ça, mais de sentir que quelqu'un à côté de nous, à ce moment-là présent, et de le dire, mais comment je peux le prouver, ce que je ressens ou ce que je vois? Si je vois une personne à côté de l'être qui est sur le point de mourir, je le décris, cette personne-là, mais je peux pas prouver scientifiquement parce que je peux pas le filmer. Je peux pas apporter de preuves physiques, étant donné que c'est comme entre deux. C'est pas évident là de faire ce genre d'apporter ce genre de preuves-là. Je vais mettre une bémol à ce que tu dis parce que tu peux avec un détecteur de température, voir la différence de température. 2, tu peux l'enregistrer. Oui, mais sauf que la science va dire, c'est un addon. Parce que j'ai fait le test même avec ma sœur Chantal à la Galerie d'art où est-ce que je travaillais. J'avais ma propre galerie d'art à l'époque, mais sauf qu'à un moment donné, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et on avait un détecteur de champs électromagnétiques dont certaines personnes disent que c'est seulement de la quincaillerie.
Sauf que quand je disais, regarde vers telle place, c'est là, la personne, je la sens là. Et effectivement, le détecteur de champ électromagnétique s'énervait à cet endroit-là. J'avais pas testé avant. Je disais, va voir dans ce coin-là, ouvre ton appareil, va vers cette direction-là. Et ma sœur Chantal a fait le test avec moi. Mais on peut pas, à part ça, prouver, même si on a filmé ça, je sentais l'endroit où est-ce que la personne était parce que ça se ressent. On n'est pas obligé de le voir, on peut le ressentir tout de même. Effectivement. Fait que ton ressenti, à mon avis, est important. Un peu comme on voyait tout à l'heure, on pense avec le cœur, on ressent avec le cœur. Exact. On ne le ressent pas avec la tête. Probablement que dans 20 ans, 50 ans d'ici, j'espère que notre science sera suffisamment avancée pour voir ce que j'appellerais dans l'invisible. Donc, c'est juste une question de... On n'a pas le perfectionnement, l'outillage pour ça, mais c'est une question de temps. Mais c'est pas une raison pour autant de dire ça n'existe pas. Comprends? C'est ça, le moment donné, qu'il faut faire dire. La science devrait avoir un jour dire, écoutez, c'est possible, sauf que nous, on n'est pas capable de le prouver. Soyons honnêtes, là, c'est juste qu'on n'est pas rendu là. C'est ça. Ce que la science prouvait il y a 100 ans, ça aurait été carrément absurde si on les mettait 100 ans plus tard avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils diraient la même chose, ils disent non, c'est impossible, on ne croit pas à ça, etc. Mais donc, la résonance magnétique, par exemple, c'est un excellent beau test, mais encore là, c'est issu de la physique quantique, c'est des probabilités, tout simplement. Et on s'en sert tous les jours. Notre cellulaire, cet appareil intelligent, fait partie de la physique quantique. Et pourtant, la physique quantique, en disant, puis ça, c'est les prémices sont là, tout est vibration, tout n'est que vibration. Oui. On ne pourrait que reculer vers Nikola Tesla et on en reviendrait exactement à la même chose, tout est vibration et énergie. Oui, mais même en énergie quantique, ça a été démontré que l'expérienceur peut modifier le résultat d'une expérience, même si cette expérience est dite reproductible. Tout à fait, à chaque fois. Ce que j'appelle l'observateur n'est jamais passif. Il est créatif à son insu. Exact. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, le fait de regarder, c'est ce qui faisait dire à Einstein il dit, j'aime bien regarder la Lune puis penser qu'elle est là, en sachant très bien que, au fond, c'est parce que je la regarde qu'elle est là. Hey, c'est dur, ça, là. Il y a un truc, parce que là, l'émission s'achève, il me reste quelques secondes, mais je peux pas y aller sans parler de... Vous parlez de la Shungite aussi dans votre livre, les effets de la Shungite, effectivement. J'ai fait le test moi-même pour ce qui est des champs électromagnétiques, mais vous dites, à propos de l'âme, vous dites que l'âme de l'homme ressemble à l'eau. Ça, j'ai adoré cette comparaison-là. Venue du ciel vers le ciel, elle s'élève et encore une fois sur terre, elle descend toujours changeante. Ça fait tellement comme la réincarnation. Tu vas en haut et tu reviens. C'est comme la connexion est là, tout le temps. Ouais. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, comme on dit. Non. Tout est déjà là depuis longtemps. Tout est déjà connu. Sauf que on s'est coupé un peu de cette réalité-là en faisant peut-être trop référence à ce que la science nous dise un jour que ça existe. Et tout ce qui n'a pas été prouvé n'existe pas. Mais je pense que c'est là l'erreur actuellement. Exact. Et nous sommes là où ce que nous devons être dans les temps qui sont présentement. Oui. Exact. Et là, tout à l'heure, vous parliez d'un bracelet. J'imagine que c'est un bracelet avec des pierres aussi, hein? Oui. Vous voulez dire pour le collier, là? Non, c'est vrai, le collier, on n'a pas fait tirer le collier. Le collier, pas le bracelet, le collier. Ouais, c'est ça, oui. C'est vrai, on n'a pas nommé les noms parce que je sais qu'il y a plusieurs. Au pire, on va le faire nous ici après parce qu'on n'aura pas le temps de le faire tirer en direct, mais on prend vos noms, on annoncera le gagnant la semaine prochaine. C'est Mathieu Tapin qui va tirer le nom d'ailleurs. Et tantôt, j'ai reçu de la visite de Gaston de Courcy qui a vécu aussi d'un phénomène de mort imminente. J'ai flirté avec la mort. Oui. Il est venu me porter son livre parce que je vais le recevoir à partir de février, si je me trompe pas. Ça aussi, c'est un livre que vous avez lu, que vous avez commenté, vous avez aimé ce genre d'ouvrage. Et comme vous dites, c'est d'en parler et de ne pas avoir peur de la mort parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui nous attend encore mieux. Puis je pense c'est tellement important. Si on peut envoyer ce message que on est attendu de l'autre côté. Il y a des êtres aussi qui vont nous accueillir.
On n'est pas mortel, on est immortel. La conscience de l'individu va se détacher du corps, mais cette conscience, c'est une conscience individualisée aussi, mais qui s'unit avec tout le restant du cosmos, de l'univers, de cette conscience universelle aussi. Et c'est tellement rassurant le jour où on dit, quand on arrive, qu'on s'incarne pour la première fois, mettons, c'est dans les cris, dans les pleurs, et c'est difficile de sortir de l'utérus dans lequel on était tout bien, là, tout au chaud, et on était tout nourri, etc. Et là, quand on a vécu et ce qu'on regarde à la fin, la personne fait enfin le relâchement, dire « Ah! Hein? » C'est un soupir, mais il faudrait faire ce soupir, à mon avis, avec tellement de dire « OK, j'ai fait une bonne vie à un moment donné, puis j'ai temps que je quitte. » Et non pas souffrir dans la peur, parce que les gens s'attachent tellement à leur corps qui, lui, veut se rendre finalement, que les gens tardent des fois pour mourir. Des fois, ils vont traîner des mois dans des douleurs inutiles. Combien de fois j'ai dit à des gens qu'il est temps de partir? Et ces gens-là partaient dans les heures, puis des fois les jours qui suivaient, alors que ça faisait des mois qu'ils se débattaient dans un cancer qui les faisait souffrir incroyable. Donc, il faut réapprendre la vie, il faut réapprendre la mort. À mon avis, c'est tellement important. Et tout va être tellement plus simple. Et tout va être beaucoup plus facile à accepter. C'est-à-dire que quand ma mère est décédée... Je vais devoir vous arrêter là, Dr. Brouillard, puisque l'émission termine déjà. On est en train de défoncer. Mais par contre, j'aimerais ça qu'on se réserve le droit de vous réinviter à nouveau pour continuer la discussion, parce qu'il y a beaucoup de choses à laquelle on aurait pu aller beaucoup plus profondément encore. Mais le temps joue toujours contre nous. Mais c'est ça, je défonce de 3 minutes sur l'autre émission, que ne la manquez pas d'ailleurs, parce que la zone insolite se poursuit dans quelques instants. Ça va être de toute beauté. Vous allez voir l'ufologie différemment, le monde extraterrestre différemment aussi. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Dr. Brouillard, d'avoir été là. Merci, René Chabot, d'avoir été là. Et donc, comme Steve l'a dit, l'a mentionné, je vais vous revoir peut-être au printemps prochain, parce que j'ai même pas dit le quart de ce que je voulais parler dans le livre. Puis c'est trop important. C'était juste une intro comme émission avec le Dr. Brouillard. OK. Ben, merci beaucoup de votre présence et de m'avoir invité. Merci à vous, monsieur. Aussi de pouvoir correspondre de nouveau avec